Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, on va parler testostérone, on va parler de à quoi ressemblerait Gaston de La Belle et la Bête s'il était dans de la fantaisie, c'est-à-dire qu'on va faire un focus sur Bravo. Et pour ça aujourd'hui, avec PDPU et Croissant, nous avons invité Ika, aka Olivier, donc spécialiste de Bravo parisien. Bienvenue parmi nous et merci d'être venu. Bonsoir. Bonjour. Yo, Comment ça va tout le monde déjà? Petite question habituelle. Très bah bien. ça va très bien. Ça va Je très pense bien. que, comme on dit là, rigoler, ça fait gagner de l'espérance de vie. Avant de commencer cet Ouais. enregistrement, je pense qu'on a tous gagné 10 ans. On Ah ouais. est, on est solide là. On se rapproche de la potion, de la potion d'immortalité. Je pense qu'elle est dans le prochain set d'Everfest avec le PVE, un truc comme ça, et nous on l'a déjà en avant-première là. Ouais, non, pour donner un contexte aux gens qui écoutent et Non, qui regardent et qui non, n'ont pas, non. dites-vous juste que ça fait vraiment 25 minutes qu'on essaie de lancer l'épisode et qu'en fait on part sur des délires et c'est pas possible. Et on a peur de faire peur à notre invité. Donc on a fini par se lancer. On se discipline. On Ça se fait 25 discipline. minutes qu'on raconte n'importe quoi, finalement. On va continuer pendant 1 heure et demie. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais on va le focaliser. Donc, pour ceux qui nous connaissent, la structure de l'épisode sera à peu près la même que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler de la semaine d'Enfab des participants. Ensuite, on va faire le focus sur Bravo. On n'aura pas de decklist cette semaine parce que donc, on va étudier des decklists de Bravo pendant le focus, donc on va éviter de surcharger les informations. Le point règle de croissant et ma partie préférée, question pour un bout de carton. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Et donc, comment s'est passée votre semaine, les amis? Bah, honneur à l'invité. On va laisser Olivier. Alors la semaine qui était, assez chargée, j'ai fait du coup alors j'ai fait 2 armoiries déjà du coup à Paris, un en construit en CC et un en blitz ils sont passés correctement, dont, le CSAU chronique, j'ai fait 2-1 et 1 draw et ma lose c'était contre Monsieur Croissant qui est juste là. Et en blitz, j'ai fait un petit 3-1, c'était assez sympa et surtout ce week-end, du coup, j'ai fait un ProQuest. C'était mon premier ProQuest, du coup, sur Flèche à Bordeaux où, j'ai réussi à faire un top 4 du coup, là-bas, avec Bravo. Ça, c'est mon poulain, ça. Est-ce que c'est toi le Bravo qui a battu la Dash de Smilou et qui lui a fait avoir un En warning? Swiss round, ouais, à la Ramadan. Le monde est vraiment Mais, petit. tu vois, non, mais tu vois, Ah ouais, Écoute, c'est vraiment les storylines pour lesquelles on vit, quoi. C'est vraiment genre, et en plus, ouais, en plus incroyable. c'était vraiment p entre guillemets «pas de chance» parce que, on n'avait pas du tout vu en fait le play et du coup il y avait un play un peu entre guillemets «illégal» du coup on a dû rewind et cetera. Mais c'était vraiment sur le coup, c'était: «Ah, ah, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, du coup, bah Et c'est pour ça que les arbitres sont là. Du exactement. coup, c'est ça. Il y a eu un call judge et du coup, bah, Plus petit à warning Bordeaux, pour si je dis Smilou. pas de bêtises, c'était Benji qui arbitrait, et Benji est un excellent arbitre. C'était pas Benji était, C'était pas en tant que Benji? joueur, c'était Oh! Maxence. Il a Il joué? Ouais, Il faudra il que je a lui demande joué. comment ça s'est passé. Ah, Yes. les storylines. Regardez toutes ces storylines là qui arrivent d'un coup, c'est incroyable. Non, c'était bien Maxence qui était judge du coup, Ok. au ProQuest de Bordeaux. Dans les Swiss Rounds, oui, j'avais un peu de chance du coup sur les pairings, mine de rien, dans les Swiss Rounds. J'ai réussi à arriver à faire un 5-0 du coup pendant les Swiss Rounds, où j'ai affronté, Oh, 2 bravo. Dromai, heu, 2 Dromai, 1 Lexi, la Dash de Smilou et un Faille. Le top 8, j'ai affronté un Reinhardt et j'ai perdu contre une Islander en demi-finale. La Islander du coup qui a gagné le ProQuest, juste après. Du coup, félicitations à lui Du coup, j'entends et demander est-ce que c'est la Islander habituelle de Bordeaux, quoi, comme d'hab. Némésis de il me Smilou. semble que Il y a des cas à c'était, Bordeaux. Hmm. il y avait qui à Bordeaux? Alors je sais qu'il y avait des Toulousains et je crois que c'était un Ah bah, Toulousain. ah bah, Je crois que ah c'était bah oui, Paul bah c'est Greg. C'est pas Greg? non, c'était Paul Dolé, il me semble, Ok, si mes souvenirs sont bons. c'est pas Ah, bah, Greg. je crois savoir qui c'est. Parce que quand des Toulousains se déplacent et qu'une Islander gagne, c'est souvent celle de méchant c'est Greg. un utilisateur qui s'appelle Sneaky Belette. Ok, très bien. Et bah GG à lui en tout cas, effectivement. Voilà. Et de manière plus générale, je me permets, mais GG à toutes les personnes qui ont Mmh. gagné des ProQuest ce week-end, hein, même qui ont top 8, qui ont participé à des ProQuest et qui ont fait Déjà, des ouais. victoires.
qui ont accompli leurs objectifs ou qui s'en sont fixés des nouveaux et qui travaillent pour les atteindre. Bien joué à vous, c'est super cool parce que déjà, c'est grâce à vous qu'il y a des tournois. Hein. C'est en dialogue qu'on fait, qu'on fait des tournois et puis c'est super cool de voir des gens se motiver, train et faire des performances chacun à son niveau. Tout à fait d'accord. Pour le coup. Bien joué à tout le monde parce que ça peut être difficile de se motiver à faire les tournois. Ça peut être triste, on peut être un peu déprimé quand on n'arrive pas à faire le résultat qu'on veut, les choses comme ça. Mais de toute façon, déjà rien qu'y aller, participer et jouer, c'est déjà une très grosse étape que beaucoup de joueurs ne passent pas. Donc en vrai, félicitations si vous y êtes arrivé. Et félicitations à toi du coup pour ton top 4. Hein, parce que Ouais. Merci. c'est solide. En vrai, c'est pas solide parce qu'il aurait dû gagner, mais bon. Oh, on va essayer de faire mieux. On lui laisse celle-là, c'était son premier. Moi, je lui autorise. Après, ce sera Ouais, que c'est des ça. victoires qu'on lui demandera, mais bon. On verra, on Pour verra. l'instant, Ce n'est pas fini. top 4, c'est pas mal. Il lui en reste dans la saison. Non, moi, ce que j'attends, c'est Battle Arnold de 226 joueurs. Là, faut qu'il fasse top 8. Mais Oh, ça, c'est. Tranquille. On peut faire top 8. C'est notre. Non, moi, je ferai pas top 8. Je suis trop haut, je te pense. Moi. Ah. Là, je vais essayer de faire un top 8 à Lille. On verra ça. Ça se sera déjà passé quand on sortira cet épisode, d'ailleurs. Du coup, les gens ont le droit de réagir en commentaire pour te féliciter ou non. S'ils ont Ou me l'info. trash. Ou me trash. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Ouais, moi, je le dis. Trashez-moi si je fais pas top 8. Ah. Trachez-moi si je fais top 8. Trachez-moi de toute façon, parce que je suis pas assez préparé. Genre, je m'entraîne pas bien en ce moment. J'ai trop du mal à Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une game où on essaie de s'entraîner, bah, il tilt en fait. Mais je pense que ça doit être lié à mes decks plus qu'à Croissant. Parce que tous les decks qui choisissent de jouer contre moi, à chaque fois, c'est des decks de merde contre Dromai. Du coup, En il est fait, en mode vas-y, ça marche pas. C'est trop drôle. Ok, je vais faire un petit disclaimer. Avant qu'on parle de notre semaine, Philippe, je fais un petit disclaimer. Il faut savoir que dans notre groupe de train, dont je parle souvent, je ne demande jamais, donc ils peuvent pas le faire, c'est normal, mais je ne demande jamais à mes partenaires de train de jouer d'autres decks pour que je traîne mes match-ups. Par contre, moi, comme j'ai fait beaucoup d'arbitrage ces derniers temps, j'ai souvent pris d'autres decks pour les entraîner sur des match-ups. Ce qui fait que là, lundi, donc hier au moment de cet enregistrement, on a fait une petite session de train avec PDPU. Et donc lui, il avait ramené son bon gros Dromai en bonne personne chiante. Et il m'a dit, j'aimerais bien train contre Islander. Alors moi, je ne sais pas comment jouer le match-up. Donc bah, c'était chiant parce que les dragons, c'est chiant. Et puis l'abbé, c'est chiant. Et puis voilà. Et puis après, j'ai fait, bon, si t'acceptes, j'aimerais bien jouer quand même un peu Cano avant que j'ai plus de cerveau du tout à cause des matchs d'Islander. Et donc on a fait 2 games de Cano et bah, c'était encore plus chiant qu'avec Islander. Voilà. Donc effectivement, s'il pouvait changer de deck, demandez-lui dans les commentaires quand il traîne contre moi, même s'il veut jouer Dromai à un ProQuest, il traîne avec autre chose. Comme ça, je peux jouer au jeu. Parce que Azalea, ça perd T'es contre une Dromai. mauvaise langue. Dash, T'es une mauvaise langue je parce galère contre que Dromai. je pourrais jouer quasiment tous les decks de la méta sauf des mauvais decks et on me le demande pas. À chaque fois, j'ai dit en vrai, je pourrais jouer Oui. d'autres. Non, mais je suis pas mauvais langue. C'est pour ça que j'ai dit, je leur demande pas. Genre, là, je t'ai dit, tu veux que j'apporte quoi? Tu m'as demandé, et moi, je fais OK. Tu râles parce que tes decks ils gagnent pas là. Je râle parce qu'ils n'acceptent pas de print des cartes pour Cano qui disent peuvent target les dragons. Mais bref, c'est une autre histoire. Un On autre aura, débat. on aura ça dans 2 ans, peut-être, Inch. Inch. Quand Roma il sera déjà Living Legend. Bref. Voilà. Les illusionnistes, hein. On n'en parle pas assez. Mais bref. Bref, Pour du coup, revenir à ma semaine. à part la semaine d'Olivier, as-tu terminé ta semaine dans ton explication? Oui, c'était la semaine avec la fin avec le ProQuest. Du coup, hier et aujourd'hui, peu de pause et on reprend dès demain, dès mercredi. Ouais. Tu reprends mercredi et ce week-end, tu enchaînes aussi sur des ProQuest du coup? Exactement, la semaine prochaine, du coup, il y a le ProQuest à Uchronis à Paris. Et la semaine d'après, le week-end en Belgique avec le Battle Harden et le ProQuest le lendemain. Ah oui, donc pas de repos pour les braves. Hein. Ouais. Pour les bravos. Allez! Elle est pour toi, celle-là, Night. Aïe aïe aïe. Du coup, Pizipiou, vas-y. Tu étais parti, tu étais bien parti, je te sens là. Vas-y, ta Bah, semaine. Ma semaine, je crois que j'ai pas fait grand-chose parce que je fais pas beaucoup de tournois de Fab en ce moment. Mais par contre, j'ai vu passer aujourd'hui sur Twitter une question autour de Fab que j'ai trouvé vachement intéressante. C'était Tariq Patel Oui. qui se demandait si la méta actuelle, qui était une méta
avec assez peu de variance, dans le sens où l'essentiel des decks qui sont joués et qui sont plébiscités et qui fonctionnent sont des decks qui sont très consistants, qui récompensent le fait d'avoir un plan de jeu, de s'y tenir, de le maîtriser d'un d'un point à l'autre d'une partie. Et il se demandait si cette méta qui est très saine d'un certain point de vue, n'était pas aussi une méta qui était très compliquée à aborder pour les nouveaux joueurs, entre autres. Et que avoir une méta aussi consistante, mais qui du coup est aussi technique, euh, était peut-être un frein au développement du jeu, parce qu'un nouveau joueur qui arrive dans Fab, il se dit bah vas-y, je vais prendre Braillard, et il se rend compte qu'en fait, genre, il faut qu'il ait un plan de jeu par adversaire, il faut qu'il ait une façon de jeu par adversaire, parce que tous les autres decks, ils vont avoir des plans consistants, des plans sans variance, qui sont précis, avec une utilité pour chaque carte et tout. Et c'est vrai que il compare la méta qu'on a actuellement avec la méta quand Starvo et Chain étaient encore disponibles, où c'était une époque où bah, t'avais pas vraiment besoin de savoir jouer au jeu pour gagner, puisque il y avait des decks qui te permettaient justement de jouer des games à très très haute variance, où il suffisait d'aligner les étoiles pour gagner. Et du coup, c'était une réflexion que je trouvais intéressante, et qui en vrai, non pas que je sois d'accord, mais qui en fait a le mérite de soulever un débat autour de la complexité que peut avoir Flesh and Blood quand on veut rentrer dedans, notamment parce que c'est un jeu où euh, le seul hasard est lié à la première fois que tu mélanges ton deck. Et à partir de là, tout n'est que décision du joueur. Sauf si tu mélanges avec des remembrances, etc., etc., mais tu as l'idée, quoi. Du coup, je trouvais cette question intéressante. Mais Et puis, il y a le Twitter qui s'est enflammé, évidemment. Enfin, Twitter, quoi. je fais un tweet pour répondre. Non, plus sérieusement, j'ai vu le tweet aussi et je me suis dit que, et attends, réentendre parler parce que j'ai d'autres idées, que ça pourrait limite faire l'objet à un moment, même si ce sera peut-être post la discussion du coup, mais de s'en servir comme base pour un des sujets de nos épisodes. Si ça peut intéresser des gens, dites-le nous dans les commentaires. Parce que je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses à en dire, même de manière un peu plus élargie, sur le concept d'avoir un jeu dans lequel il y a peu de variance. Ça fait que les nouveaux joueurs vont quasiment jamais, voire jamais gagner contre des meilleurs joueurs. Et du coup, bah, si ces meilleurs joueurs ne sont pas prêts à prendre du temps pour améliorer les nouveaux joueurs et les aider, etc., bah, ça fait que genre, tu as beaucoup de nouveaux joueurs qui vont partir et tout. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes à débattre sur ce modèle-là, je trouve. Et je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il y avait dans les tweets, dans les réponses, parce qu'il y a Michael Hamilton qui a répondu, il y a Yuki Lee qui a répondu, je crois aussi. Il y Ah, a il pas y a mal toute de la gros noms scène, ouais, de Fab qui a s'est répondu. exprimée, ou presque. Et du coup, ouais, je trouvais le take intéressant. Bah, de toute façon, il appelle ça un hot take pour une raison, hein. Et je trouvais ça intéressant enfin, ce qu'il en disait et ce que les gens en répondaient. Donc ça pourrait faire l'objet d'un épisode où on en débat un peu plus à un moment si les gens dans les commentaires Ouais, sont n'hésitez pas à intéressés nous et le si dire. vous êtes chaud aussi. Mais voilà. Ouais, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, sur le Discord ou les choses comme ça, si jamais c'est le genre de débat que ça vous intéresserait qu'on creuse. Parce que je l'ai aussi vu passer, j'ai vu pas mal de réponses passer. J'ai un avis aussi sur la question, comme je pense tout le monde autour de, autour de ces micros là dans l'échange. Justement, c'est ça qui est Donc intéressant. je pense que Ouais, ça peut être très justement, je suis intéressant d'accord. justement d'avoir cette discussion en plus avec chacun notre bagage personnel, chacun nos Mm, habitudes de consommation, de jeux. Genre d'un côté, enfin, autour de la table, on a quand même genre quelqu'un qui est plus judge là que joueur, à part récemment où justement tu reprends plus d'étiquettes de joueurs. On a quelqu'un qui va jouer très compétitivement. On a moi qui suis plutôt du genre à tester plein de jeux différents en même temps et après voir ce que ça donne, donc plus à barouder sur les différents TCG. Donc je pense que c'est le genre de débat qui mm, peut être très intéressant d'avoir avec ces différents bagages, ces différents points de vue. Donc n'hésitez pas clairement. à nous le demander, hein. N'hésitez pas à demander si ça vous intéresse, qu'on le fasse, parce qu'on est aussi là pour vous, chers auditeurs. Mm. Yes, yes, yes. Et du coup, Croissant, ta semaine à toi. À part, Euh, du coup, servir de la semaine. punching ball à la Dromai de PDPO. Alors, non, en vrai, alors, plus sérieusement, pour qu'on ne me dise pas que je suis mauvaise langue et tout ça, les games étaient intéressantes. Je pense que j'en ai appris des choses quand même. Et c'était intéressant, même si c'est le genre de game qui, surtout celles de cadeau, sont effectivement très vite frustrantes parce qu'il y a une des games où il fait genre
Tomelta était 1. Du coup, il vide sa main, donc je lui mets pas mal de dégâts, mais je manque genre. Tu m'as mis genre 30 en réponse quand même, je crois. Oui, donc, mais tu vois, genre, je manque d'une ou deux mais ressources j'étais pour te pas mettre mort. 40. Tu vois. Genre, en fait, si j'ai une ou deux ressources de plus, je crois que je te mets 40, mais bref, whatever. Ouais. Du coup, bah, un peu frustrant parce que, bah, genre, en fait, il fait l'erreur que son deck doit pas faire et j'ai pas assez pour le punir. Bon, happens, c'est pas grave. Et derrière, il a sorti, sachant que je rappelle, Tomeltai, je peux pas le gérer. Genre, c'est pas gérable Oui. par mon deck. Il touche la table et il est là pour toujours. Voilà. Donc il a pris tous mes équipements à part un, c'était marrant. Et puis après, il a sorti Temaille. Donc j'ai tué Temaille avec mon superbe sideboard Talishar. Et après, il a rejoint Temaille. Et du coup, bah, quand j'attaque avec Talishar, je peux pas faire de spell. Et puis en fait, après, je tuais Temaille, mais genre il avait 35 dégâts sur la table parce que bah, ses dragons, ils restent. Du coup, ses cartes en main, il faisait de l'AB. Et après, il faisait sigil et il attaquait avec tout ça. Bref. Donc c'était un gameplay un peu frustrant. Mais les games, genre en vrai, les games, surtout celles contre Islander, étaient intéressantes. Sinon, Ouais. à part ce petit training, j'ai fait 3 tournois, comme à mon habitude maintenant en général. Donc je fais l'armory du mercredi en CC, l'armory du jeudi en Blitz et le tournoi Undemon en Blitz chez Chronies également, parce que ça me fait des points pour la Ligue du Chronies, ligue de laquelle je suis premier avec maintenant une relativement confortable avance, surtout sur le top 8. Enfin, genre, je suis à peu près sûr d'être lock, donc je suis très content. Bref. Du coup, donc le mercredi, je me souvenais plus trop de mes match-ups, mais effectivement, je crois que j'ai fait 3-1. J'ai dû battre Olivier, puisqu'il l'a dit. J'ai dû battre un autre truc, je sais plus quoi. Après, je sais que j'ai battu en dernière round Paul sur Salislander, qui a gagné un ProQuest ce week-end, donc GG moi, je suis trop fort, voilà. Il a gagné un ProQuest à Lyon, du coup, par définition, c'est le meilleur joueur de Lyon. Et par définition, du coup, je suis le meilleur joueur de Lyon sans y être allé. Je suis trop, voilà, trop bien. Qu'est-ce qu'il raconte mais il est fou, lui. Il est taré, Et là. non, par contre, j'ai perdu une game contre la dash de Pedro. Et en fait, je lui ai expliqué avant la game que c'était pas un très bon match-up pour Kano. Il m'a dit, ouais, je sais pas et tout, on va voir. On a joué la game. Je crois qu'en plus, j'ai été deuxième, donc genre, j'étais trop content, c'était trop bien, j'étais dans un trop bon spot. Et il y a un moment où, genre, il tape out, je lui mets un combo, genre, vraiment, je fais Sonic Boom into Aether Spindle, into machin, into Blazing. Et genre, comme il avait rien, il prend genre. Bah, je crois qu'il prend, je sais pas, genre, il doit prendre 16 ou 20 gratos. Mais genre, vraiment gratos. Et comme il a 2 bleus sur sa main de kill, bah, je peux pas le tuer. Donc, bah, ça a montré que c'était un mauvais match-up. Mais du coup, plus sérieusement, je fais 3-1 cette armory, donc assez content parce que bah, ça me servait aussi à tester un peu à quel point j'étais à l'aise ou pas selon les match-ups avec Kano, parce que je n'ai toujours pas lock mon deck pour le ProQuest que je fais dans moins d'une semaine maintenant. Voilà, donc un peu compliqué. Après en Blitz, Olivier, tu n'as pas parlé de ça, mais je t'ai rebattu en Blitz, si je dis pas de C'est bêtises, vrai, ça. parce que Oui, tu as joué Islander et je t'ai fumax. exact. Le mec, il est insupportable. J'ai pris Là, Pas il de gagne une demi-mesure, quoi. Tu te il souviens gagne quand une je t'ai game, il se battu sent et que je plus. t'ai vraiment fumé? Voilà, Oh, putain. game 1, j'ai pris le seul prisme de la salle. Et c'est un prisme qui, je le redirais, mais contrairement à PDPU, joue correctement le match-up. On lance des balles perdues. Du coup, Croissant, nous pouvons te renvoyer à notre épisode sur l'étiquette en jeu et elle s'applique Voilà, aussi hors de la table. exactement. Voilà. Exactement. Non, Moi, du coup, j'ai pas rappelé que sur toutes les games qu'on a fait, genre hier, je j'ai crois que j'en ai ragé. perdu une. Non, t'en as Oui, perdu bien sûr que 2. t'as ragé. On a fait 2-2 en Islander Dromai, Ouais, c'est possible. je crois. Mais genre, les 2 games que je gagne, enfin, je les perds, c'est pareil. Genre, vraiment. Donc, je perds contre Prism. Je fais un misplay sur cette game, mais bon, happens. Attends, j'ai l'impression que je raconte l'Armory il y a une semaine, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Bon, on s'en fout, bref. Je crois que je fais 3-1. Les un truc comme semaines ça. se confondent, là. Ah non, c'était celle où je fais 3-1, mais parce que je perds contre. Je perds contre la Kassai de Joachim en première round parce que j'ai les. Genre, je pense que j'ai eu la pire variance de mon deck de toute ma vie. Et lui, il a C'est pas bien la déroulé faute son du deck. joueur, Du coup, c'est voilà. la faute de la variance. Non, quand je fais des erreurs, je le dis. La semaine dernière, j'ai dit j'ai perdu contre Prism parce que j'ai fait un misplay. Je l'ai dit la semaine dernière, je m'en rappelle. Mais là, vraiment, mon Est-ce que deck. tu te rappelles pas juste que tu l'as dit il y a 5 minutes, en fait? Enfin, Non, vraiment. Après, j'ai battu une autre Kassai, j'ai battu un Dash Control, et je sais plus si je bats Olivier du coup ou si c'était la semaine d'avant. Mais Non, bref, en fait, je je crois bats que un c'était truc en la semaine quatrième. d'avant, je crois. Ça doit être la Je semaine crois qu'on d'avant. s'est trompé. Je m'étais trompé. Et le vendredi, je fais 4-0, je bats Prism, Dory, mais la Dory Quicksilver Prodigy. Je bats Dash, je crois, et un autre deck, genre une Dory classique, je crois. Enfin bref.
Genre Kano, c'est broken en blitz. Jouez Kano si vous voulez gagner des games et des skirmishes. Et voilà. C'était cool. Le deck est trop bien et compter à 20, c'est trop simple. Et pour battre Kano, il suffit de mettre Spell Void 4. À peu près. Ouais, faites ça. Allez-y, faites ça. Rendez-moi heureux. Mettez Spell Void 4. En vrai, ce serait pas bête pour certains decks, mais Bah C'était oui. une bonne semaine, quoi. on va pas lâcher les decks. Ouais, je fais une bonne semaine. Je crois que j'ai fait, genre, sur les games compétitifs, j'ai fait 10-2 overall, je crois, donc je suis content. Ouais, c'est honnête. Pour ça. C'est même Je m'en plus sors pas que- trop mal en Ça, ce moment. tout ça pour qu'il arrive avant-dernier d'un ProQuest, quoi. Insupportable. Mais ouais, de ouf. De ouf. Mais parce que, en fait, mais tu sais pourquoi? C'est parce que les pertes que je fais, c'est en blitz. Si tu regardes sur la ligue du chronisme où je joue en CC et en blitz, les points en CC, j'en ai pas beaucoup. Enfin, Tu veux par pas, rapport au tu veux fait que pas je viens faire des toutes les side semaines. events au BH? Tu veux Et, pas et regarder les... si au BH, il n'y a pas des petits sites de Blitz, De là, ouf. histoire de Je fais gratter ça, des je fais trucs? ça Analytics. Et par contre, en blitz, genre, je fais 3 ou 4-0 toutes les semaines. Mhm. Genre, Donc, je je note suis... que, je note que s'ils refont un event, un calling en blitz en Oh, 3 j'y fois, je vais. peux prendre dans ma team, quoi. Oh, si tu veux. Vas-y, je suis Je te chaud. réserve. Je te Sauf réserve si si jamais. j'y vais Non, trop pas. tard. Mais sinon, Mais voilà, oui, si tu vas pas, oui, tout à fait. Mhm. je suis réservé. Non, non, Bah, mais faudra faut que tu jouer. traînes par contre. Il Hein. te traîne, Parce que vraiment. si j'y vais, c'est pour gagner, donc faudra qu'on s'entraîne au talent. Faudra que tu joues au Oui, jeu. bien Hein. sûr. On, Non, on non, traîne, non. on traîne fort. On traîne fort, fort, J'y vais fort. au talent, moi, je crois quoi. Oui, non, mais on est talentueux, tu vois. Mais on prend Olivier, comme ça, on a une troisième personne talentueuse de notre team. Let's go. Vous vous battrez pour savoir qui joue Oldie et qui joue Bravo. Oh, ça va, je pense qu'on se débrouillera. Je pense qu'on est On se des hommes débrouillera, civilisés. je pense. On est des personnes très civilisées. Je lui donnerai celui sur lequel il est mieux parce qu'il est meilleur que moi et ça ira très bien comme ça. Les gens sur YouTube qui nous écoutent, revenez genre 10 secondes en arrière et écoutez, enfin regardez la tête de Pilipio au moment où Otal dit on est des gens civilisés. Voilà. je vous ai fait votre dimanche matin. De rien. Mais de toute façon, les gens devraient être habitués. Je n'arrête pas de faire des grimaces. Ah, mais oui. À chaque fois que vous dites des trucs, là, Ouais, mais là, je elle était fais vraiment grimace. solide, celle-là. Je pense que c'est important de préciser voilà, pour les gens qui nous écoutent que, genre, si vous avez l'occasion, il faut regarder parce que les tronches qu'on fait des fois, c'est. Bien sûr. On Avec est nos grosses. sales Bon. têtes, là. Nous allons Bon. donc repartir sur le Ouais. sujet principal, hein, parce qu'Olivier, il est là, il est en train de nous regarder, en train de désespérer de plus en plus, tu vois, sur son visage. Pas Il va du tout. Il s'est dit coucher très Libérez-moi Libérez-moi Et donc, nous sommes là pour parler de Bravo, le monsieur en grand à côté de moi, là. Genre, Homo barbu, spectaculaire. chevelu, velu, quelqu'un de bien. Et donc, Olivier, que peux-tu nous dire sur Bravo déjà? Le héros, comment tu résumerais le héros pour des gens qui ne le connaissent pas forcément? Bah, Bravo, bah, là, vous voyez sur l'image, vous voyez un homme vraiment avec, des gros pecs. Vous voyez directement Gros le Texan, personnage, tous à la c'est salle. ça. C'est ça, c'est le perso qui veut mettre des grosses patates. Il veut mettre une grosse patate, la plus forte possible, tellement forte que ça va vraiment mettre des effets négatifs sur l'adversaire. C'est principalement ça, le gameplay de Bravo, en général. C'est vraiment le gardien archétypal, C'est celui en qui le met une grosse baffe avec un debuff, et voilà. exactement. Et du coup, alors si on peut, partir directement du coup sur le héros et son effet qui va vraiment avec, ce qu'on vient de décrire. C'est un effet du coup pour, d'autres sources, puisqu'à la fin du tour, toutes les attaques action cards qui ont un coût de 3 ou plus gagnent Dominate. Dominate, c'est vraiment, l'adversaire ne peut défendre qu'avec une seule carte de sa main. Du coup, on est vraiment dans l'archétype où on veut mettre, une grosse carte et infliger le plus de dommages avec cette attaque-là. Et du coup, avec cet effet, toutes les cartes gardiennes, du coup, en général, vont coûter au moins 3 ou plus et même en général, et ça, on va le voir, tout de suite après, les principales attaques gardiennes, en fait, vont coûter cher et c'est vraiment les cartes les attaques qui coûtent un peu, je pense, le plus cher. Ouais, c'est le cas. À ouais, Il y a pas d'autres cartes dans le jeu qui coûtent aussi Ouais. c'est cher ça, que les qui cartes coûtent de aussi cher. gardien. Ouais. Ouais, exactement. Parce qu'il faut savoir que la mécanique gardien principale, c'est souvent justement de pouvoir mettre des grosses baffes en vidant une partie de sa main, justement 2-3 cartes de sa main en pitch. Comme ça force l'adversaire à bloquer. Et Mmh. par contre, nous, on a vidé qu'une seule carte, qui est la grosse carte qu'on a mis. Les autres retournent dans le pitch. Donc en plus, ça nous permet de moins nous fatiguer que l'adversaire. Donc c'est pas Exact que aggro, un gardien. non, du C'est tout. pas gros, gardien.
C'est pas aggro, non. C'est C'est pas quand pas même des aggro. cris, hein, on met des paves dans la tête. Non, mais Mais c'est ça. J'exprime pour les gens. C'est tu pas peux, tu aggro, peux mais il mettre y a des des baffes decks de avec morts maîtrise. qui. Voilà. Et tu C'est fais ça. ça de manière distinguée. Tu mets une baffe, elle est propre, elle est Avec le nette, petit doigt comme ça. sans Tu sais, bavure. tu Exactement. prends ton marteau avec le petit doigt en l'air et tu fais BOUM Bonk, Mais avec le petit Eh, doigt. bonk. je suis C'est ça. désolé, mais quand tu vois la moustache de Bravo, tu sais que c'est quelqu'un qui a passé du temps à se préparer et qui met du style dans ses attaques. De Bien ouf. sûr. Mais c'est Regarde totalement comment son ça. costume il est trop bien taillé, wesh. Mais Ça, oui. il y a toujours une phase de préparation et après, la petite baffe fait mal. Après, il se Petite reprépare baffe. et après, il remet une autre petite baffe jusqu'à que vraiment que tu sois par terre. Vraiment, ça. Mais il te laisse respirer un peu. Tu sais, genre, il te laisse légèrement reprendre ton souffle, tu vois. Genre, t'as C'est pris une ça. grosse baffe dans le plexus, tu vois, tu papillonnes un peu, et après, hop, il t'en met une autre. C'est ça. Et alors, quand il Et se après, prépare un tout petit peu, il met quand même une petite pichenette quand même. Ouais. Et ça, on va le voir. Si on peut faire un petit focus sur les grosses attaques, parce qu'on parle vraiment de grosses patates, etc., on peut voir les principales cartes. Là, par exemple, vous pouvez voir une des cartes qui coûte le plus cher, mais qui fait énormément mal. La Pulverize, du coup, qui est une rouge qui coûte 10 de pitch, du coup 10 de ressources pour pouvoir la jouer, qui a 14 attaques, avec un effet très sympa. Quand ça touche, la prochaine attaque adverse a -4 d'attaque. Et cerise sur le gâteau, elle coûte 10, mais elle a un effet assez sympa qui est if 3, qui permet en fait de mettre Pulverize dans l'arsenal face visible et de créer 3 Seismic Surge tokens. Alors les Seismic Surge tokens qui sont des tokens qui vont réduire le coût de mana de 1 par token, par Seismic token, au prochain tour. Du coup, ça veut dire que le Pulverize au prochain tour, quand il sera dans l'arsenal avec les 3 Seismic Surge, va coûter de 10 à 7. Du coup, 7 qui est plus ou moins plus payable, du coup, avec, imaginons, 3 bleus. Mm. 3 bleus, 3 bleus, vous avez 2 de ressources restantes. Vous pouvez même vous amuser à dominate cette attaque. Et là, un 14 dominate, ou même un pummel, c'est assez terrible pour l'adversaire. Mais tout ça c'est, comme on disait, ça met des grosses patates, mais il y a forcément des temps de préparation, au moins un tour, donc on a un tour de setup où on va essayer de préparer l'attaque, la grosse attaque pour le tour prochain. Une autre carte qui est très très représentative de Bravo, qui est Crippling Crush. Crippling Crush, du coup, je pense que tous les joueurs de Bravo, même les adversaires, s'attendent vraiment à cette carte qui est vraiment une des spécialisations de Bravo. Même, je crois que c'est la seule, si je ne me trompe Non, pas. il y a Il y a Showtime aussi. Showtime. Ah oui, il y a Oui, Showtime, Showtime aussi. exactement, exactement. Et c'est, en tout cas, c'est la spécialisation, en tout cas en termes d'attaque action card, qui attaque à 11 pour 7 de ressources, et avec un effet crush, le mot-clé en fait principal de Bravo, qui dit que si Crippling Crush met au moins 4 dommages ou plus, l'adversaire doit se défausser de 2 cartes aléatoires. Ce qui est terrible généralement pour l'adversaire et qui va vraiment, vraiment affaiblir l'adversaire, le tour prochain de l'adversaire. Tout ça, alors du coup, ça coûte 7. On est vraiment dans l'archétype où toutes les attaques gardiennes coûtent cher. Du coup, comme elles coûtent cher, en tout cas, en général, en termes de composition du deck, vous allez avoir, entre guillemets, un tiers de rouge avec toutes les attaques, etc. Et surtout, le reste, forcément, de blue cards, vraiment de pitch bleu pour pouvoir payer toutes ces cartes-là. Du coup, ce qui fait que finalement, si on veut repartir un peu sur le gameplay général de Bravo, si vous avez par exemple sur un deck de 75, vous avez plus ou moins 40 cartes bleues, et que si généralement vos grosses attaques sont rouges, c'est-à-dire qu'il y a un moment, forcément dans la game, vous allez forcément avoir des mains full bleues. Des mains full bleues, c'est des mains forcément. Alors, il y a quand même quelques cartes bleues qui sont très fortes, comme si on peut descendre un tout petit peu, comme Tirasunder par exemple, qui est une des cartes. Une des cartes spéciales, une des cartes qui est vraiment pas mal, carte gardienne, une action qui dit que la prochaine attaque gardienne, dont l'arme, vont gagner +1, dominate et on hit. L'adversaire doit défausser de 2 cartes. En général, quand vous avez une main full bleue, vous n'allez pas proposer une très grosse menace à l'adversaire. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de
tour de préparation, tour de setup, puis la grosse attaque, généralement, le Bravo va essayer de préparer son tour. Par exemple, s'il a une bleue ou une rouge dans sa main qui va arsenal, puis au tour prochain, jouer la rouge qu'il a stockée dans son arsenal pour pouvoir infliger le plus de dommages possible. Et c'est là où Bravo, les cartes gardiennes, en général, vont avoir un point commun, ce sera au niveau de la défense. Chaque carte que va jouer Bravo, et même les cartes gardiennes en général, vont avoir une défense de 3, qui est la défense entre guillemets maximale pour une entre guillemets une attack action card, plus ou moins, en tout cas naturellement. Du coup, la majorité des cartes gardiennes défendent à 3, ce qui fait que Bravo peut vraiment avoir un game plan vraiment beaucoup plus défensif, en tout cas avoir des options défensives qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres decks comme Faille du coup, par exemple, qui ont beaucoup d'attaques à 2, qui défendent vraiment moins bien. Du coup, qui permet vraiment au Bravo, du coup, pendant ces tours de setup, de pouvoir tanker un tout petit peu en défendant avec 1, 2, 3 cartes, préparer son tour, puis attaquer avec une grosse carte, avec une grosse carte plus tard. Du coup, pour appuyer en fait un peu ce gameplay, si on remonte un peu, l'arme principale de Bravo, qui est Anotos. Anotos, qui est, je pense pour moi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je pense Croissant et PDPU, qui est une des cartes, c'est vraiment qui est une des cartes les plus fortes dans Bravo, qui dit que pour 3, l'attaque attaque à 4. Du coup, pour 3, ça tombe bien, Bravo a beaucoup de pitch 3 du coup. Mais du coup, en plus, l'effet qui se coule, c'est que si vous avez au moins 2 cartes dans votre pitch zone qui coûtent 3 ou plus, comme par hasard, Bravo a beaucoup d'attaques qui ont un coût de 3 ou plus, Anotos gagne plus de. C'est bien fait quand même. C'est bien fait, hein. À Ce qui est croire que bizarre, ce jeu est réfléchi, quoi. et oui, c'est ça. Tout En s'emboîte très fait, bien, c'est vraiment bien. Et du ce coup, qui c'est-à-dire est, que pour 3. Ouais, dis-moi. en fait, ce qui est, déjà, oui, tu as raison, Anatos, c'est même une des meilleures armes du jeu. Hein, je Mhm. pense que la plupart des gens sont d'accord. En général, il y en a 3 ou 4 qui sont discutés comme meilleures armes du jeu. Euh, et enfin, ce qui est vraiment très bien avec Anotos, et le fait que toutes tes cartes presse bloquent à 3, c'est que même dans tes mauvais tours de Bravo, normalement, tu n'es pas en dessous de ta value normale de 3 par carte. Alors que des deck fight, par exemple, qui piochent 3 bleus, ça va arriver très rarement parce qu'il y a certains ratios, parce que tout ça, mais des deck fight qui ont 3 bleus, par exemple, ils vont potentiellement faire une main qui va présenter que 7 avec genre 3 ou 4 cartes, et c'est complètement nul comme ratio par carte. Là où Bravo, grâce à la consistance de ses blocs 3 et de son arme, qui est très efficiente en termes de cartes, va vraiment quasiment jamais avoir un turn cycle qui est moins bon que 12, qui est un floor, qui est déjà extrêmement bon. Et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, comme on pitch beaucoup, on garde en plus des cartes, peu importe leur qualité, dans le deck, ce qui fait que on a tendance aussi à être un deck qui est très peu sensible à la fatigue. Exactement, exactement. Et c'est là où Bravo a beaucoup d'options en fait de game plan, parce que du coup, comme il défend très bien et que du coup on pitch énormément de cartes, on peut très facilement prévoir un plan de jeu sur le long terme, sur un deuxième cycle, voire un troisième cycle. Et du coup, par exemple avec Anotos, si on veut avoir les +2, il faut au moins pitcher 2 cartes, et on a pas mal d'outils. Bravo a pas mal d'outils en fait pour pouvoir facilement pitcher au moins 2 cartes. Le principal outil du coup qui est le chest principal, un des chests principales en fait de Bravo, qui est la Tectonic Plating, qui est du coup en fait pour 1, une fois par tour, pour 1 on crée un Seismic Surge. Le Seismic Surge qui est toujours le token qui réduit de 1 des attaques gardiennes au prochain tour. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, si vous voulez, comment dire, défendre avec 2 cartes, par exemple, et préparer un tour, par exemple, préparer pendant un second cycle, par exemple, vous pouvez très bien faire pitcher votre grosse rouge
un crippling crush par exemple en pitchant pour la technique plating. Et puis, pour 3, faire Anotos pour 6. Du coup, vous avez fait 6, vous avez proposé 6 de dommages et vous avez préparé votre pitch pour votre second cycle, pour plus tard. Et en Et plus, il reste 2 ressources et ça menace le pommel. c'est ça, Et ouais. si vous avez pitché 2 bleus. Et ça, Ouais. le pummel, c'est un des outils un des outils de gardien et surtout de bravo pour pouvoir encore disrupt encore plus l'adversaire. Et vraiment, pummel, c'est vraiment la terreur. À chaque fois qu'un bravo en face de vous, vous dites oh, je fais telle attaque, il me reste d'autres ressources, et vous regardez bien l'adversaire en face, et Ouais. ça peut te trembler. T'as ta carte en main là et tu fais Ouais, hé hé. Hey, hey. Mais, Et là, le C'est un mieux, pummel. c'est de prendre un gros dé et de le mettre au niveau du pitch avec un gros Ouais, feu là tu et veux. faire C'est exactement Mais- ça. regarde, il me reste J'ai 2 un un- des, C'est un ça. des J'ai trucs, acheté un des gros dés exprès pour ça. un des trucs que moi j'aime beaucoup avec Tectonic aussi et qui est la raison, de mon point de vue, pourquoi Bravo joue Tectonic plutôt que Tunic comme peut le faire Holdim par exemple. C'est que déjà, quand tu veux jouer pour ton second cycle, ça permet de pitch des rouges, ce que tu ne pourrais pas faire autrement. C'est-à-dire que tu as littéralement dans ton kit une carte qui te permet de pitcher une ressource et donc de mettre des rouges en bas de ton deck en les pitchant pour la Tectonic Plating. Alors que si c'est ta dernière carte en main, bah sinon tu peux juste l'arsenal ou la garder en main, ce qui est pas ouf. Et la deuxième chose, enfin, je pense que si ça te va, on peut en parler après aussi, Olivier, en reparlant un peu des attaques, c'est qu'il y a beaucoup de cartes dans Bravo qui fonctionnent soit avec X pitch bleu moins une ressource, donc ça va être des attaques à 2 comme Command & Conquer ou des attaques à 5 comme Spinal Crush par exemple, où vous pouvez faire un séismique puis faire votre attaque avec juste 1, 2, 3 bleus et pas avoir de ressources flottantes, soit des attaques qui théoriquement sont underrate, si on prend pas en compte la capacité de hit, parce que Crippling Crush par exemple, lorsque vous devez pitcher 3 cartes pour le jouer, vous utilisez 4 cartes de votre main pour présenter 11, ce qui est moins que 12. Par contre, lorsque vous avez un séismique, Crippling passe de 7 à 6, et quand vous faites Crippling pour seulement 2 pitches bleus, là on discute, et là ça a de la gueule. Big Parce que value. là, du coup, vous faites 11, ce qui est plus que 9, votre ratio par carte, et en plus, vous avez toujours le hit effect qui vaut en général beaucoup plus de points. Et du coup, Tectonic, c'est vraiment un des cœurs du deck dans tout ce que ça permet de faire en termes de lisser des tours, de préparer des tours, comme tu disais, les tours de mini setup, et également dans les match-ups où tu veux pitcher pour ton second ou ton troisième cycle, d'avoir un outlet à ressources, ce que tu n'as pas dans d'autres decks ou dans d'autres situations, par exemple, avec d'autres héros. Exactement. Et du coup, alors, ce qui fait, je trouve, ce qui fait la force en fait de Bravo, du coup, c'est que Bravo peut avoir plusieurs game plans différents, que ce soit entre guillemets aggro, alors je dis aggro entre guillemets, mais du coup un game plan agressif où on veut mettre le plus rapidement possible des dommages, disrupt l'adversaire et finir la game pendant ton premier cycle. Du coup, il peut avoir un game plan défensif entre guillemets mid-range où on veut jouer pour un second cycle, attendre que l'adversaire ait utilisé ses plus grosses cartes, etc., s'essouffle un tout petit peu, et que nous derrière, et que le Bravo derrière finisse la game avec les cartes qu'il a pitchées, et soit un game plan carrément fatigue contre certains match-ups, grâce du coup aux cartes qui défendent bien de base, mais aussi il a accès à d'autres défenses-réactions, que ce soit les génériques comme les Sing Below, Fate for Sin, ou même des Staunch Response ou des Movable. Du coup, c'est ça qui est vraiment bien, en tout cas avec Bravo, en termes de possibilités et d'options de plan de jeu contre chaque match-up. C'est vrai que c'est quelque chose dont on avait rapidement parlé dans l'épisode de Dash aussi, c'est que les personnages, les persos qui ont CC peuvent avoir des plans de jeu qui s'adaptent à l'adversaire, forcément. Ça les rend beaucoup plus impactants dans ce méta, beaucoup plus en fait fort d'une certaine façon, parce qu'avoir un perso qui peut dire je vais jouer contre tel adversaire, ou même je suis dans telle situation dans la partie, je peux m'adapter, c'est une force qui est trop importante dans les jeux de cartes pour s'en passer en fait. Et c'est souvent, soit de toute façon, soit il faut que le personnage soit excessivement puissant dans ce qu'il fait, s'il fait qu'une chose, Ouais. et là je pense à des persos comme Faye, notamment, qui sont, comme je disais, Faille, Braillard. Fry, Braillard, voilà, qui peuvent mettre des baffes à un niveau assez massif, et du coup
coup, c'est ça qui fait leur force. Soit justement, il faut des persos capables de répondre à tout ça. Et pour répondre à ça, Mm. justement, notamment en ayant ces options de dire, bah, en fait, là, je vais jouer de telle façon. Genre, mon adversaire, c'est ça, je m'adapte. Et c'est quelque chose de vraiment très important d'avoir des persos et des decks capables de s'adapter, que ce soit Mm. simplement pour les joueurs, mais aussi pour les méta en général. Je trouve que d'avoir des persos un peu Bah, comme ça, polyvalents. tu peux continuer aussi à jouer ton perso de méta en méta. Et il n'est pas forcément pushed out par un deck parce qu'effectivement, Bravo a beaucoup de match-up, voire la totalité de ses match-up proches des 50-50, un peu comme Dash. Et du coup, ça en fait des persos qui sont, si vous les jouez bien, toujours des choix raisonnables, puisqu'on le rappelle, on fait aussi cette série avec des idées de deck qui peuvent être jouées pour les ProQuest, même si cette série risque de se finir après les ProQuest, mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est des decks qui sont intéressants à jouer compétitivement si vous les jouez bien, parce que vous aurez rarement, voire jamais, des méta dans lesquels vous aurez des très mauvais match-up, parce qu'ils n'existent pas, en tout cas pas à l'heure actuelle. Par contre, sur ce que tu disais, Otal, je vais rebondir et je vais te poser une question, Olivier. Il y a un truc intéressant qui est sur la capacité d'adaptation. On est d'accord que c'est une très grande force pour les héros. On le voit avec Dash et ses sideboards adaptatifs, contrôle pistol, ses plans de jeu plus aggro dans le mainboard et tout ça. On le voit aussi un peu avec Bravo dans la capacité d'avoir des cartes qui sont flexibles parce qu'elles bloquent 3, etc. Mais moi, je voulais te poser la question parce qu'on en a parlé hier, quand tu m'aidais pour une possible liste de Bravo que je vais peut-être jouer. Il y a des cartes, en fait, on manque de place parce que c'est un peu comme Dash. Si le sideboard faisait genre 30 cartes ou même 15 cartes de plus, le deck serait le meilleur du jeu et Dash serait le meilleur deck du jeu aussi en CC. Mais là, du coup, il faut faire des choix, notamment sur les rouges qu'on apporte dans le sideboard. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choix à faire sur une méta attendue. On peut on peut ramener Bravo dans une méta assez large, c'est faisable, parce qu'on va avoir une capacité d'adaptation quand même relative sur ce qu'on va croiser et comment on joue certains match-ups. Mais il y a quand même des cartes qui sont des tech cards vraiment pour des match-ups ou des méta ciblés et qui vont beaucoup mieux fonctionner. Et je pense notamment, et du coup il y en a certaines qui ne sont pas dans la liste que je vais citer, mais tu vas peut-être pouvoir nous dire un peu quand est-ce que tu jouerais l'une, l'autre ou la troisième, à des cartes comme Macho Grande rouge, comme Zealous Belting rouge, comme Chokeslam rouge également, ou encore une carte comme comment elle s'appelle? C'est Crush the Week. Voilà, Crush the Week rouge. Et on peut ajouter éventuellement, parce que je sais qu'elle est beaucoup discutée pour les miroirs en ce moment, et Bravo est un deck qui a l'air relativement populaire. Debilitate rouge également, qui sont des cartes que pour les gens sur YouTube, Night Crash à la régie vous montre en bleu quand elles sont dans la liste, ou en rouge quand elles le sont. Est-ce que tu peux nous donner un avis, alors pas forcément sur toutes, mais un peu comment tu réfléchis à prendre une carte qui vise un ou deux match-up, 3-4 match-up, etc. et comment tu t'abordes ces places en sideboard? Oui, totalement. Bah, du coup, en fait, comme on en parlait, Bravo, en fait, va généralement proposer qu'une seule attaque. Les cartes gardiennes, donc généralement pas go again, c'est toujours une attaque et on termine son tour. Du coup, c'est-à-dire que forcément, en fait, vous avez dans la liste des héros, surtout dans la méta actuelle, des héros qui sont très agressifs, comme Faye, Braillard, ou même des match-up où vous voulez absolument race. En tout cas, battre l'adversaire le plus rapidement possible. Et du coup, forcément, il nous manque, enfin, en tout cas, les- la case gardienne, en tout cas, les cartes gardiennes manquent de go again. C'est pour ça si on regarde Zealous Belting qui est une des cartes qui est très appréciée des joueurs de Bravo et qui rentre parfaitement en fait dans le game plan de Bravo, qui nous donne 5 de dommages supplémentaires. Pour détailler un tout petit peu la carte, elle coûte 2, c'est une rouge, elle attaque pour 5, et si vous avez une carte dans votre pitch zone qui a plus d'attaque que Zealous Belting, elle gagne Go Again. Du coup, ça veut dire que, imaginons, avec 2 bleus, qui a une cost 3 ou plus, vous pouvez infliger 5 Go Again, faire un sismique avec votre troisième ressource, et la deuxième bleue, vous pouvez faire un autos pour 6, du coup vous présentez 11 à l'adversaire, avec seulement 2 bleus. C'est le genre de carte que Bravo n'a besoin, et Bravo que joue aujourd'hui pour essayer d'avoir plus d'input au niveau des dommages. Ça, et c'est des cartes, c'est des tech cards que Bravo, et je pense, à mon avis, est obligé de jouer contre des match-ups ou qui veut race, en tout cas. Par exemple, contre Dash Pistol, par exemple.
Euh, Tu parlais aussi du coup d'auteurs comme Macho Grande Rouge, etc., qui sont pas dans la liste. Alors la liste qu'on vous montre du coup, c'est la liste de Clark J, du coup, qui est un joueur, un très 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 bon joueur de Bravo, qui a gagné un ProQuest, du coup, il y a alors, le 15 janvier, le dimanche 15 janvier, le premier week-end des ProQuest. Du coup, là, vraiment, on vous présente vraiment une liste qui est récente et qui a fait ses preuves et qui ressemble énormément à la liste que je joue d'habitude. Et il y a des cartes, du coup, qui sont en général, en tout cas, on va en partir comme ça. Comme on dit, Bravo a la capacité de s'adapter pour chaque match-up. Du coup, ça veut dire que on veut rentrer en fait dans le match-up avec un plan de jeu bien précis. Et du coup, en général, Bravo a toujours les mêmes bleus, les mêmes 40 bleus, et le sideboard on va dire entre 20 et 30 cartes, ça sera le choix du joueur de choisir les bonnes rouges pour chaque match-up. Par exemple, si on descend un tout petit peu du coup pour la liste de Clark au niveau des rouges, si on regarde par exemple, ne serait-ce que les Sigil of Solace, les Sigil of Solace qui sont du coup qui est une carte, qui est une instant, une génique instant qui vous donne 3 points de vie pour 0. Ce qui est qu'une carte en fait du coup qui a été rentrée, qui a été choisie et du coup qui était un peu qui a été choisie un peu, je pense, à l'unanimité en fait par les joueurs de Bravo, à cause de Islander par exemple. Aujourd'hui, Islander fait partie intégrante du coup de la méta. On s'attend à voir beaucoup d'Islander. Islander qui a un deck qui est très très fort en ce moment. Du coup, Sigil of Solace, par exemple, qui est un bon moyen, un bon outil pour jouer contre Islander, que ce soit pour payer des Frostbite, soit ne serait-ce qu'avoir juste plus de points de vie au cours de la game, ou même pour bait des CNC si vous mettez des sigils dans l'arsenal. Ça, Islander, mais aussi contre les match-ups gardiens, qui est pas du tout déconnant de les mettre. Ça, c'est le genre de tech card, en plus du coup des grosses attaques et des défenses réactions qu'on peut mettre, qui sont utilisées et choisies en fonction de la méta. Alors, corrigez-moi si je me trompe, Croissant et PDPU et Otal. Là aujourd'hui, Bravo, on s'inscrit vraiment dans une méta très agressive. Du coup, les gardiens doivent être très agressifs. Avant Uprising, les gardiens jouaient de façon un peu plus défensive, avec beaucoup plus de défense-réaction, il me semble, avec des game plans où sur certains match-up, on va plus partir sur un plan de jeu fatigue contre certains match-up et peut-être un tout petit peu moins race, entre guillemets, Alors, sur d'autres match-up. c'était vrai, mais c'était aussi une méta dans laquelle Oldhim brillait beaucoup plus, du coup, parce qu'il est bien Exact. meilleur à sac Bravo quand même, Oui. grâce à la Crown of Seeds, grâce à sa défense réaction. Voilà, Mhm. Mais, Mhm. mais c'est vrai que, en fait, Uprising a ramené Islander et Faille qui oblige les gardiens à être plus agressifs pour des raisons très différentes. C'est que Faille, c'est très dur de le fatiguer, et Islander, si la game dure trop, elle a un combo. Enfin, Faille va ligue des points à chaque tour grâce à son kit, et Islander va combo le gardien et le tuer, peu importe le nombre de ressources et de points de vie ou presque. Et à côté, il y a aussi eu l'avènement de Dynasty qui a repoussé Dash vraiment, qui était déjà un bon deck avant, sur le premier plan de la méta grâce à notamment une carte dont on a déjà parlé qui est Pulsoy Harpoon. Et du coup, Dash étant présent, les gardiens ont besoin d'être plus agressifs pour ce match-up aussi, parce que, bah, un peu comme Islander, en fait, il y a une sorte de bloc qui, si la game dure, bah, c'est 100% à l'avantage de Dash et pas à l'avantage du Bravo ou du Oldhim. Et d'ailleurs, en vrai, c'est ce qui fait la principale différence entre Bravo et Oldhim, c'est que les deux ont des capacités défensives similaires, même si Oldhim, les siennes sont plus efficaces que celles de Bravo. Mais la force de Bravo, c'est qu'il des deux, c'est celui qui est capable de présenter le plus de dégâts, le plus rapidement et le plus efficacement. Et en fait, je pense que c'est ça qui en fait un choix pertinent en ce moment. C'est parce que là où Oldhim a beaucoup de difficultés contre les decks qui sont faits pour le cibler, donc Dash Pistol, Dromai, Islander. Bravo, lui, il peut arriver face à ces decks-là, et en fait, il les menace, il les tue vraiment. C'est-à-dire que si je prends mon exemple de joueur de Dromai, par exemple, je suis beaucoup moins serein face à Bravo que je ne suis face à Oldhim. Parce que Bravo, Mmh. s'il décide de regarder les cartes de sa main et de dire mes attaques vont avoir Dominate,
bah, ça veut dire que mes points de vie vont descendre vachement plus vite. Et comme les points de vie, Ouais. c'est une ressource essentielle dans ces match-up-là, notamment pour faire les gros setups, pour faire les gros kills, etc., etc., le fait que Bravo puisse mettre Dominate à ses attaques quand il veut, en tradant quelques points, bah, en fait, ça change énormément la donne. Et c'est ce qui d'ailleurs en fait, à mon avis, un deck pertinent. C'est la capacité qu'a Bravo, de manière générale, à présenter des points. Rousey Enchants, Zilus Belting, les random pummel sur le marteau, ce genre de trucs. En fait, c'est indépendamment des faits qui sont pertinents parce qu'ils ont une utilité dans certains plans, c'est aussi, genre, c'est des points de dégâts en fait. Genre, tu avances un plan de jeu. Et c'est ce qui d'ailleurs, à mon avis, est assez agréable avec Bravo, c'est qu'il va y avoir des match-up où on va pouvoir être beaucoup moins défensif, mais être beaucoup plus proactif, beaucoup plus vouloir mettre le tempo à la game, être celui qui, voilà, maintenant, c'est moi qui tape, genre, je te mets crippling, puis je te mets Chokeslam, puis je te mets Pummel, et tu vas manger en fait. Alors que Hold'em, il a besoin de son deuxième cycle pour faire ça. Il a besoin d'avoir passé genre 2 tiers de la game déjà à utiliser la Crown of Seeds, avoir mis des cartes en dessous, etc. etc. Alors tu as des versions qui peuvent le faire, mais ça demande beaucoup plus d'efforts, ça fragilise le deck, alors que Bravo, vraiment, c'est l'ADN du pack. C'est Ouais. s'il faut défendre, je défends, mais sinon, tu vas manger chaud, hein. Ah, je vais tout tomber dans la tête, hein. Totalement. Et du coup, c'est là où on dirait une des forces, et ce serait peut-être aussi une faiblesse, Valentin en parlait, c'est que on peut rajouter des cartes pour cibler des match-up. Par exemple, on parlait de Crush the Weak rouge, alors qui n'est pas dans la liste de Clark, mais qui peut être joué contre faille principalement, qui est une attaque qui est attaque à 7 pour 3 de ressources, et qui fait que si le Crush the Weak deal 4 dommages ou plus, l'adversaire ne peut plus jouer d'attaque action card qui a une base d'attaque de 3 ou moins. Faille a quand même pas mal d'attaques qui ont 3 ou moins. Du coup, ça reste une disrupt qui est pertinente contre faille, et du coup qui nous fait gratter des dommages et soit gagner un tour pour choper nos principales cartes et pouvoir disrupt encore plus. Et en fait, et du coup, c'est un peu ça la force de Bravo. Le seul souci, c'est que on ne peut mettre que 80 cartes dans notre decklist. Et Et c'est ouais. là, et c'est là tout le souci en fait de Bravo, c'est que Bravo en fait, si on regarde vraiment tout le pool de cartes gardiennes, en tout cas que Bravo peut jouer, on aimerait vraiment tout mettre, que ça soit des Crush the Weak pour faille, ne serait des Debilitate rouges, qui est juste une très bonne carte, qui est pour 4 attaques à 8. Si ça crush, si on met 4 ou plus, la prochaine attaque adverse pardon, à -2, qui est vraiment bien. Et du coup, comme ça coûte à 4, du coup, si on a un sismique à côté, ça revient à 3. Du coup, avec une seule bleue, vous faites 8. Si ça touche, c'est à -2, vous êtes très bien. Des Zulus Belting. On a parlé de Macho Rouge, du coup, pour 7, vous faites 10 Dominate Nature, qui est très très bien si vous voulez go face, jouer la race, mettre des dommages le plus vite possible. Par exemple, contre Islander, contre Dash Pistol, qui veut setup des items et vous avoir en late game, entre guillemets, du coup, qui est très bien, mais vous n'avez pas la place de tout mettre. Et c'est là, en fait, où, je pense que tout le jeu, en tout cas pour, les joueurs de Bravo, et je pense que si vous voulez vous intéresser, il y a plusieurs listes de Bravo, du coup, avec les derniers Battle Harden, les derniers ProQuest. Vous allez voir, en fait, que chaque joueur de Bravo va essayer de, s'adapter à la «méta» entre guillemets actuelle, mais le plus possible, d'essayer d'anticiper quels sont les match-ups qu'il va avoir et comment ils vont appréhender ces match-ups-là. Et c'est là où vous allez voir un bloc de cartes qui est similaire à tous les decklists, et les petits changements au niveau des rouges. Les personnes vont préférer avoir les Crochet Weak, les personnes vont préférer avoir plus de défense réaction avec Fate Forcing sur certains match-ups. Par exemple, je pense que contre les Runeblade, ou même s'ils s'attendent à beaucoup de Reinhardt, par exemple, qui peuvent jouer plus de défense réaction. S'ils s'attendent qu'à avoir que des Dash, que des Islanders, hein, c'est pas bête de se dire, on met des machos rouges à la place des Debilitate rouges, par exemple.
etc., etc. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment bien, en tout cas pour Bravo, et en tout cas surtout dans la méta actuelle, on peut vraiment s'adapter. Alors si on veut rentrer dans un tournoi, s'adapter, si on a un peu d'infos ou même comment on veut jouer certains match-up, vraiment s'adapter et jouer des cartes qui nous mettent à l'aise dans ces match-up-là. Mais tu vois, tu parlais de l'idée que Bravo était un deck qui avait un cœur qui changeait assez peu et que on pouvait l'ajuster avec des petites tech cards, des sides, des machins comme ça. Il y a un truc qui est assez important avec Bravo, c'est que c'est un deck qui, sur le papier, paraît assez simple, mais qui en fait est rempli de contraintes, puisque Anotos nous impose une première contrainte qui est de jouer une grande densité de cartes, surtout les bleus, qui coûte 3 ou plus. On a le coût moyen des cartes de gardien qui te demandent de jouer beaucoup de bleus parce qu'ils vont généralement être très élevés. On a le plan de jeu du deck qui te demande de défendre correctement, qui fait que tu vas privilégier les cartes qui défendent à au lieu des cartes qui défendent à 2. Et il y a un autre truc aussi, c'est les cartes agressives comme Zilus Belting et Rousey Chance qui sont dans la même catégorie. Mmh. En plus de ça, ont besoin d'avoir des attaques qui ont qu'il faut une valeur de carte élevée. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que si vous regardez des listes de gardiens, vous verrez assez rarement, surtout maintenant, les bleus comme Cartilage Crush, Crush the Weak. Ouais, En fait, les bleus qui vont coûter 3 et qui vont taper à 4, vous les verrez Ah, ça. jamais. Ouais, à Mais c'est 5. le même problème. Mais c'est le même problème. c'est le Celles même qui problème. tapent à 5, parce qu'en fait, c'est celles qui n'activent pas Zilus Belting si vous les pitchez. C'est aussi celles qui vont rendre les maths pour jouer Rousey Chance vachement plus compliquées. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour Bravo, les Bravo actuellement jouent Rousey Chance et Zilus Belting. Mais si un jour ces cartes venaient à ne plus être pertinentes, la base de bleu pourrait être complètement modifiée, justement. Parce qu'on aurait Mm. plus cette contrainte. Et ça se trouve, un jour, on aura des cartes de gardien qui imposeront d'autres contraintes. J'en doute, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais ça peut être des trucs un peu différents, qui Mmh. solliciteraient des choses différentes. Mmh. Mm. Totalement, totalement. C'est vrai que si on peut afficher la carte, Rouse Ancients qu'on a mentionné, plusieurs fois, c'est vrai que c'est une des cartes qui conditionne, comme tu disais, le deck. Du coup, c'est qui est une carte qui a 3 de cost, qui a 0 d'attaque de base, mais en additional cost, elle peut monter à 7 go again seulement si vous révélez de votre main, des cartes, au moins une carte, une ou plus qui, dont la somme des attaques fait au moins 13. Et c'est là où ce que disait PDPU, c'est que du coup, ça conditionne, entre guillemets, notre choix de cartes et surtout notre choix de bleu. Du coup, d'avoir des Mm. cartes bleues qui ont une valeur d'attaque qui soit élevée. Entre guillemets, là, dans notre cas, c'est au moins 6. C'est préférable parce que en révélant deux cartes 6 et 8, ça fait 14. On peut jouer notre House Enchant sans problème. Et le kiff étant évidemment de révéler Pulverize, de Ah. jouer avec le Et ça, marteau et de Yves le Et de Pulverize. Ça Yves le là, plus. En même temps, c'est ça, souvent, ouais, enfin, c'est c'est ça. souvent une des cartes que j'ai vues, enfin, par le passé, j'ai souvent vu des gens qui disent alors par contre, Pulverize, on la met principalement pour House the Ancient, quoi. alors, je sais que Après, bonne baffe, hein, des discussions et des raisonnements que j'avais aperçus sur Pulverize, qui d'ailleurs on peut mettre dans la même catégorie Showtime, puisque c'est les cartes similaires. En fait, c'est des cartes qui n'ont quasiment aucune utilité en dehors du tout premier tour de jeu. mais Typiquement, Showtime fait partie de ces cartes avec lesquelles on va très souvent bloquer. Et les seuls moments où on veut la jouer, c'est tour quand on commence, Mhm. ou avec Go Again sur Imposing Visage si on n'a vraiment rien d'autre à faire. Et sinon, la majorité du temps, elle bloque. Et Pulverize, c'est un peu pareil. Si on peut la Eve au tout début de la partie, c'est trop bien. Et sinon, elle va activer Rouse et bloquer. Ce qui est déjà bien, hein. Mhm. Mais ça fait partie de ces cartes-là avec Bravo, où bah, en fait, elles sont. J'ai vu des joueurs de Bravo tomber dans le piège de jouer un Showtime à un moment. Et en fait, de laisser complètement la vapeur retomber. Parce que un des éléments qui est important avec Bravo, et que tu as mentionné, c'était le côté. C'est un deck qui maintient une pression qui est assez régulière
c'est entre des grosses mandales à base de Crippling Crush et un marteau à 6 à peu près tous les tours. Et en fait, c'est la régularité de cette pression, de cette menace qui est clé dans certains match-ups. Et casser le rythme avec un showtime, malheureusement quand on n'a pas le choix avec des mains qui ne permettent pas de mettre la pression, ça fait partie des trucs qui mettent le Bravo un peu en recul et qui en fait vont forcer Bravo à devoir prendre des dégâts pour récupérer la tempo. Et c'est un truc d'ailleurs qui est assez intéressant quand on joue Bravo et quand on le prend en main, c'est que on perçoit vraiment ce feeling de tempo entre le moment où on l'a pas, on est derrière, on bloque avec 2 cartes, on tape avec le marteau, bloque avec 2 cartes, tape avec le marteau. Et le moment où on dit OK, là j'ai un crippling en arsenal, j'ai un Seismic Surge, je vais mettre une seule carte pour bloquer, ou alors je vais même carrément pas mettre de carte pour bloquer. Je vais en pitcher 2 pour crippling et je garde un pummel des fois que l'adversaire a la mauvaise idée de bloquer. Comme ça on est sûr qu'il a plus de main. Et souvent, quand on fait ça, on se retrouve dans une situation où Bravo a 4 cartes, l'adversaire il en a 0. Et si tout se passe bien, normalement, Bravo continue à mettre la pression. Et c'est là que on met la locomotive en route. Et c'est là que À mettre l'effet de showtime. dominate est intéressant. Et c'est là qu'on évite de jouer des showtime. Et c'est là qu'on tape à tous les tours. Et ça. Exactement. Et puis Et c'est après, ça. voilà, on parle rapidement des cartes de showtime aussi. Il y a une chose aussi, si tu la joues pas à tour 1 qu'il faut prendre en compte, c'est que tout à l'heure on parlait des Rouse the Ancients et le Belting, etc. C'est qu'en fait, ça devient aussi une carte qui ne permet pas de les enable, ces cartes-là. Oui. Les Celeste Belting, les machins. On voudrait bloquer En fait, avec tout. En fait. Et si tu as le choix entre bloquer avec ou la pitch ou bloquer avec une attaque, il y a plus de chances de dire faut bloquer avec Showtime parce qu'en fait, l'attaque, elle aura une récurrence beaucoup plus importante et elle sera plus intéressante ouais. à avoir plus tard dans la partie, en fait. Surtout que si tu considères que tu vas revoir des cartes, genre si tu es dans un match-up où il y a une importance entre ce que tu pitches, ce avec quoi tu bloques et ce que tu joues, parce que tu vas revoir les cartes, en général, tu n'as pas envie de revoir Showtime, parce que Showtime, ça mélange ton deck. Et donc, Ouais. ça ruine ton pitch stack. C'est vrai, Exactement. Et ça, d'ailleurs, à en ne pas vrai, oublier. c'est une vraie question. Là, la liste qu'on est en train de regarder joue une remembrance. Mhm. Je sais que les remembrances, d'un commun accord, les gardiens jouent une remembrance. Mhm. Mais je sais aussi que ça m'est arrivé quelques games où je jouais Bravo, de voir ma remembrance genre demain avant mon deuxième cycle, et t'as envie de mourir en fait, parce que ta remembrance, ça va shuffle tout ton pitch stack, que t'as bien fait attention à pitch bleu, 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 rouge, bleu, 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 rouge, et là t'as une remembrance qui arrive et tu fais ah fratello, j'ai tout rangé, ça va faire n'importe quoi. Ouais, c'est un peu le. Alors, Rimoro, c'est une carte que j'ai beaucoup jouée. Actuellement, je l'aime un tout petit peu moins pour exactement les raisons que tu viens de citer. Mais par contre, qui reste vraiment toujours très forte contre, de toute façon, les match-up gardiens, où forcément, les deux gardiens, on va avoir le même plan de jeu. On va essayer on se regarde dans les yeux, on essaie de se mettre des coups, mais finalement, on va plutôt défendre et commencer à sélectionner nos cartes pour le deuxième cycle. Et du coup, à force, même si on voit un Remembrance dans les premières mains, bah, finalement, c'est pas très grave parce que on peut très bien le pitcher et entre guillemets nous assurer quasiment un troisième cycle, par exemple. Si vraiment la partie dure très longtemps. Même chose pour Dromai. Pour Dromai, même si Bravo peut avoir l'avantage contre Dromai grâce à ses cartes qui on attaque à 6, du coup, qui vont proquer en fait l'effet du fantasme sur la majorité des dragons, du coup de Dromai. Dromai peut très bien réussir à temporiser assez, elle-même pitch stacker un deuxième cycle, voire un troisième cycle, et la Remembrance côté gardien permet vraiment euh, de dépenser ses cartes pour pouvoir détruire les dragons et de pouvoir les récupérer avec Remembrance. Je pense que même contre Dorinthea, ça peut être aussi pertinent. Comme on veut beaucoup défendre au premier cycle, et que si la Dorinthea, pareil, arrive à pitch stacker ses grosses rouges, ses Glistening Steelblade, etc., Remembrance permet vraiment d'avoir un dernier coup de boost en récupérant les cartes clés gardiennes, que ce soit Spinal Crippling ou même un Tirasunder, pour pouvoir essayer de finir la game sur une game très 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 longue. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une carte qui, quand on la voit dans les mains de départ, bon, des fois on est un peu mal à l'aise, surtout que si on a, imaginons que des 3 rouges et ta Remembrance. Bon,
Ouais, Tu sais, Tu fais la ça gueule. arrive. tu C'est Ouais, la ça main base, arrive, mais tragique. ça arrive. ça Ouais. arrive. Bon, ça reste un jeu de cartes, c'est toujours, il y a toujours un côté de variance du coup. Mais du coup, on va essayer de, on faire un auto, arsenaler une rouge. On essaie de faire avec. Mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est une carte qui est vraiment, qui rentre vraiment en fait dans le game plan, hein, dans un des plans de jeu de Bravo, qui est de jouer c'est un peu sur le moyen terme, voire long terme, en récupérant les cartes clés pour pouvoir finir les games. Et Et c'est ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. non, 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 parce que ce que j'allais dire, c'est, le truc qui est bien du coup avec Bravo, c'est que ça Bravo permet vraiment d'entre entre guillemets, «de travailler» en fait sur énormément d'aspects du jeu. Ça soit comment bien défendre, comment pitch stacker, parce qu'il y a des match-up où vous êtes quasiment obligé de pitch stacker un minimum, comme disait PDPU, une rouge, 3 bleus, une rouge, 3 bleus, ou même 4 bleus avec un Rousey Chance, ou un Rousey Chance avec un pummel. Vous faites les combinaisons que vous voulez, mais en tout cas, par main, vous avez une menace, etc. Ça vous apprend à pitch stacker, ça vous apprend à défendre, ça vous apprend aussi à quand attaquer, parce qu'il y a des match-up où vous allez vraiment défendre très longtemps et essayer de reprendre un tempo à un moment clé. Par exemple, quand par exemple, l'adversaire propose un tour assez faible, là vous allez accepter de prendre les dommages et essayer de reprendre un tempo à ce moment-là. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un deck vraiment qui permet, je pense que même pour les nouveaux joueurs, hein, qui veulent un peu peut-être un peu plus investir, etc., de vraiment de se familiariser avec énormément de mécaniques en fait, de jeu de Flesh and Blood. Je pense que Bravo rassemble quand même pas mal de de ces mécaniques-là. Ah, il a ce feeling des héros de Welcome to Wrath qui est assez simple en apparence à jouer. Enfin, c'est easy to play, hard to master, dans le sens où prendre le deck en main, ça représente pas trop de difficultés. Mais plus on joue, plus on se rend compte qu'il est ultra exigeant, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut connaître son adversaire, savoir comment jouer contre son adversaire. Il faut connaître la méta, comment est-ce qu'on y réagit, quel choix on fait. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais Command and Conquer, c'est une carte qui, quand j'ai joué Bravo, alors, ça remonte un petit peu dans le sens où Faye n'était pas encore là, mais Command and Conquer faisait des cartes où les joueurs de Bravo étaient en mode ça se joue, mais c'était pas une carte qui était unanimement admise dans les listes, parce que si on revient aux contraintes, comme elle coûte 2, elle active pas Anotos, donc on peut pas la pitcher un peu bizarrement sur Sismic Surge, c'est un peu chelou. Elle est très bien sur une main de 2 cartes, mais en même temps, il y a des match-ups où elle va rien faire. Et en fait, la liste qu'on a devant nos yeux est une liste qui est parfaitement adaptée à la méta actuelle, avec le Unmovable rouge par exemple. Euh, mais c'est aussi une liste où il faut se rendre compte que certaines cartes vont être ultra importantes pour certains match-ups. Mais c'est un héros qui justement demande de s'adapter, demande de réfléchir à comment est-ce que, en tant que Bravo, je vais répondre au plan de mon adversaire. Et, euh, et en vrai, un des éléments de réponse, c'est si mon adversaire me tue sur le très long terme, avec Dash Pistol par exemple, Dromai et ses dragons, alors j'ai besoin, si je ne peux pas gagner sur le long terme, j'ai besoin de raccourcir le temps de la partie, donc je privilégie des cartes comme Macho Grande. Si je souhaite que la partie dure, parce que je sais que je vais conserver plus de ressources que mon adversaire, contre Dorinthea par exemple, dans ce cas-là, je vais privilégier une Remembrance, je vais privilégier quelques défenses-réactions qui me permettront de mieux me protéger, et des sigils pour tenir plus longtemps. Et en vrai, c'est ce qui actuellement, de mon point de vue, rend Bravo pertinent, heu, c'est qu'il veut menacer l'adversaire, il veut jouer sur son premier cycle, et maintenant il a accès à Crown of Providence. Avant, il avait que les 5 below pour fixer des mains, clunky. Maintenant, il a littéralement une pièce d'équipement qui le fait, et ça fait partie des trucs qui rendent Bravo, à mon avis, plus intéressant à jouer aujourd'hui. C'est pouvoir, parce qu'on a une main avec 4 rouges, mettre Crown of Providence, et soudainement on a pioché la bleue qu'il faut, ou inversement, et ça c'est trop bien. Exactement. Et un des points forts aussi de Bravo, c'est surtout comme tu disais, tu parlais de la Crown of Providence, c'est que Bravo a accès à beaucoup d'équipements qui défendent très bien. Crown of Providence qui défend à 2,
la Tectonic Plating qui défend à 2 puis à 1 qui a Battle Worm. On va jouer les Crater Fist au niveau des gants qui défendent aussi à 2-1 mais qui a Temper, mais c'est pas très grave et que finalement on joue vraiment cette carte vraiment pour ses 3 de défense. Et malheureusement, les gardiens Je n'ont suis pas pas forcément pour les accès dés. pas Quelle forcément accès tristesse. à des super bots, mais du coup, chez Bravo, on va privilégier des Iron Rod Leg et pas forcément des Iron Ride, juste parce qu'en fait, La bonne commune de Welcome, là. juste ça Là, défend 1, mais finalement, ça défend 1, mais c'est très bien, par exemple, contre des failles qui mettent un snatch. Du coup, on peut très bien Mhm. mettre l'Iron Rod Leg à 1, puis une carte à 3. Du coup, c'est encore OK. Du coup, en fait, comme tu disais, enfin, Bravo défend très bien, c'est aidé par les équipements. Avec la chronoprovidence, du coup, ça ajoute un outil supplémentaire du coup pour éviter de briquer une main. Parce que finalement, avec toutes les cartes qu'on a vues là, la principale force et finalement la seule force, seule entre guillemets force de Bravo, c'est que sa capacité de disrupt vienne que des attaques. Et finalement, à part les attaques, ou un pummel, Bravo n'a pas d'autre option, entre guillemets, pour pouvoir menacer l'adversaire. Du coup, ça veut dire que si à un moment vous avez une main qui brique, une main full bleu, vraiment, où vous pouvez rien faire, ou une main full rouge, vous êtes bloqué. La chronoprovidence, vraiment, comme disait PDPU, c'est vous avez une chance, en tout cas, de fixer votre main. Mm. Et ce qui est vraiment, vraiment bien. En plus, ça défend un 2. Du coup, vous êtes très bien aussi. C'est vrai que ça, c'est toujours un point fort de Bravo et des gardiens en général, c'est comme que leurs équipements défensifs sont solides. Ouais. Après, j'ai vu Croissant là, qui a fait une tête quand on a parlé du Creator Fist en disant qu'on s'en servait que pour la défense. Bah, je l'ai activé une fois, j'ai utilisé Mhm. sa capacité une fois dans ma vie, et j'ai perdu. Voilà. Étonnant. Je Sur pense un que tu as échantillon de une une fois. fois, je pense que Ouais. c'est. Tiens. Donner plus 2, ce serait donc moins bon que bloquer 4. Tiens. 3 du coup. Ok, 3. 3. Allez. Non, Ren- non, c'est- recompter. Tu bloques 2, puis tu actives, donc tu perds un bloc Oui. parce que tu as activé, Oh et là tu là. perds la carte avec laquelle tu as pitché, avec laquelle tu aurais pu bloquer. 4 de bloc. Voilà, faites vos maths. Non, mais c'est bien beau qu'on fasse des épisodes sur la value des cartes, etc. Si c'est pour que PDPU après dise T3. Je sais pas comment il compte là. Moi, j'ai pas compté, hein. Moi, je joue aggro. C'est à mon adversaire de compter, c'est pas à moi, hein. Ah, tu joues Dromaille maintenant. Bon, Ah c'est ouais, aussi à ton maintenant, je joue adversaire de Dromaille. compter. Mais... Dromaille, en fait, Mais- t'as pas besoin de compter parce que personne sait compter les maths de Dromaille. Donc, Ah ouais, ça, pas c'est trop besoin de bien. le faire. Ça, là. C'est Mais au en Et vrai, hasard. donc, tu sais, quand on parle de Dromaille et qu'on dit que c'est un deck qui fait des maths trop bizarres parce que t'es dragon, genre Tomeltai, quand la partie qu'on a fait avec Kano, il a dû mettre 20 points de dégâts à lui tout seul. Genre, je connais pas beaucoup de Gros cartes puissantes qui bâtard. mettent 20, tu vois. Mais Gros en vrai, bâtard. un des trucs qui est important avec Bravo, c'est. On est passé assez rapidement en vrai sur Tectonic Plating. J'avoue que si vous voulez jouer Bravo, c'est la première carte que j'achète. De tout le reste du deck, on s'en fout. Elle Tectonic coûte pas très Plating cher en est plus. tellement important. Ouais, en plus, elle est pas très chère en ce moment. Ah, c'est En une fait, légendaire. Elle reste. c'est une des cartes clés du deck parce que c'est vraiment elle qui va vous permettre de fluidifier tout le cours de la partie. C'est autant. En fait, c'est énergie potion, c'est un item qui est joué parce qu'il permet d'économiser des ressources d'un tour à l'autre, d'avoir dépensé un point d'action à un moment pour avoir des ressources plus tard. Tectonic Plating, c'est une carte qui permet à tous les tours de dépenser une ressource pour en avoir une autre au tour d'après. Une ressource dont de toute manière on n'aurait rien fait, parce qu'en fait on l'utilise généralement dans le vide, qui en fait, même si au tour d'après on l'utilise pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la carte qu'on a pitchée pour activer Anotos, en fait, c'est une ressource qu'on va peut-être utiliser au prochain tour. Et en fait, ce côté rétention de ressources, ce côté, et ça se caractérise aussi avec le Eve, qui est plus prévisible, mais qui y ressemble, où en fait on investit des ressources à un moment pour en dépenser moins à un autre. Mais en fait, c'est ce qui fluidifie énormément la façon de jouer et les patterns de jeu de Bravo. Et c'est ce que disait Croissant, hein. Crippling passe de 7 à Mm. 6, c'est formidable en fait. Et quasiment toutes les cartes de C'est pas gardien pour rien. toutes les bonnes cartes de gardien en tout cas, elles ont ce petit côté genre ah je coûtais une C'est plus ressource de simple. trop et maintenant je suis vachement mieux. Tada!
Ou alors je Voilà. comptais une ressource de moins que genre X bleu et ça permet Ouais. de séismique. Et ça, c'est super. Genre Juste séismique, un spinable pour le coup. petite info rapide sur les Seismic Search quand même, c'est n'oubliez pas qu'elle s'éclate en début de tour. Donc, Oui, c'est obligatoire. juge quel est le timing pour Icelander par rapport au craquage de Seismic Search. Pas en réponse. Bah, en réponse à Elle séismique. peut Et répondre, c'est pour on est ça d'accord. que. Elle peut C'est pour répondre. ça Tu joues d'ailleurs que. Jerick dans le match-up. Jerick est Exactement. là Voilà. Bonne littéralement réponse. pour le match-up Islander. Exactement. Et c'est pour ça Parce que que je tu voulais ne dire veux ça pour faire une surtout petite pas avoir de transition soucis. sur qu'est-ce qu'on pourrait justement, là tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les différents match-ups parce qu'on a beaucoup parlé de la polyvalence du perso, du fait qu'on pouvait l'adapter à tous les match-ups. Du coup, là, concrètement, dans quel match-up on va plutôt être aggro, dans quel match-up on va plutôt essayer de jouer tempo, en essayant d'être assez synthétique, hein, et dans quel match-up, du coup, on sort des équipements un peu différents. On va faire ça sous forme de quiz. Vas-y. Olivier, je te donne un match-up et tu me dis vraiment genre en 10 secondes, Oh, ouais, tu me dis l'interrogation rapidement. surprise là. Oh Ah, là le là, piège. oh, le Non, piège. non, c'est pas, non, mais c'est pas un Oh, j'ai piège, mais pas fait. tu me fais. Non, mais On tu me veut dis qu'ils rapidement, reviennent, genre, hein, je te rappelle. Aïe, aïe. tu me dis rapidement genre l'équipement et comme a dit Otal, si on est plutôt dans un plan de jeu aggro ou plutôt mid-range ou plutôt fatigue. Parce que, enfin, on pourrait parler aussi des cartes dans chaque match-up, mais je pense que c'est Bien moins sûr. pertinent parce que, Mhm. comme on l'a dit, il y a pas mal de deck cartes qu'on va pas forcément retrouver dans cette liste, mais qui pourraient être intéressantes dans certains héros. On pourra faire un petit récap après de quelles cartes sont plutôt lorsqu'on veut être agressif, de quelles cartes sont lorsqu'on veut être mid-range, etc. Mais voilà. Bah, on va commencer par Islander, puisque Otal vient d'en Yes. parler, et on vient d'en parler aussi. Du coup, contre Islander, quel équipement tu rentres et Yes. quel est ton plan de jeu? Alors contre Islander, vous avez forcément votre package de Nullrune. Vous allez rentrer AB3, forcément, et c'est très bien parce que Bravo en fait a énormément de pitch bleu. Du coup, vous pouvez AB3 très facilement. Une tech carte que beaucoup de gardiens, beaucoup de Bravo mettent au chest pour remplacer la tectonique et la Fiendalf Spring Tunic, du coup, qui, euh, qui permet d'avoir une ressource tous les 3 tours et qui est très fort contre les Sanders, surtout pour loquer le Coronet Peak en face, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très très utilisé pour la Coronet Peak ou même pour récupérer une ressource pour payer le Frostbite que la Essander va tenter de vous mettre pendant votre propre tour et qui est une carte qui est vraiment utilisée et rentrée dans pas mal de decklists contre Essander. Et du coup, contre Essander, vous avez 2 plans de jeu et je pense que le plan de jeu le plus safe, enfin le plus pertinent contre Essander, c'est que c'est de la race le plus vite possible. Parce que Essander a la capacité de mettre un plan de jeu Frostex sur le long terme qui va vraiment vous lock et vraiment vous mettre beaucoup trop de dommages sur un même tour et qui va vous et qui a une capacité de défense quand même, mine de rien, qui est assez correcte. Du coup, en fait, vous, en tant que Bravo, vous voulez essayer de la menacer le plus vite possible et de garder cette pression-là pendant le premier cycle, hein, le plus possible et tenter de la tuer, enfin, de battre l'adversaire en tout cas, le plus vite possible avant qu'elle mette en place son plan de jeu, ses plans de jeu Frostex enfin, Frostex et Into Shield, etc. Ok, ok. Moi, je vois Otal qui prenait des petites notes là pendant que tu parlais du plan de jeu à adopter. Du coup, Otal, Je vu que tu es parle à la notre régie. gardien résident, vu que tu es notre gardien résident, quel match-up tu voudrais connaître maintenant? Tu sais comment jouer contre Islander? Allez, à toi dans la chair. Hop, c'est parti. Contre Dash. Parce que je pense que c'est un Contre personnage qu'on va beaucoup Ouais. voir en vrai. Ouais, Ouais. contre Dash, Islander Dash qu'on attend beaucoup sur les fields, sur les prochains tournois. Dash, du coup, Dash qui a 2 plans de jeu, qui peut avoir 2 plans de jeu, soit très aggro, soit, on va dire, contrôle défensif, qui va plus miser sur un très, très, très bon late game. Contre les gardiens et contre Bravo, en l'occurrence, la Dash va jouer pistol, du coup. Le game plan défensif contrôle. Du coup, comme vous savez que la Dash va avoir un meilleur game que vous, du coup, en tant que Bravo, vous voulez vraiment la tuer avant qu'elle vous tue.
Du coup, ça sera un plan de jeu race très aggro, où là, vous pouvez rentrer, les cartes comme les Crippling Crush, Spinal Crush sont très fortes, et que vous pouvez rentrer, qu'on parlait des Macho Grande rouges, qui met un Disdominate, du coup, qui fait avancer la game à votre avantage. Vous pouvez même rajouter des Smashing Good Time, du coup, aussi, c'est possible. Pour qu'il y ait Smashing Good Time, qui est une carte, du coup, qui permet de détruire un item adverse. Du coup, si vous détruisez un Chamber, une Induction Chamber ou un Plasma Purifier, vous êtes très content, vous gagnez du temps. Du coup, c'est très bien. Du coup, en fait, votre plan de jeu, vraiment, ça sera vraiment de go face le plus possible. Même si la dash va avoir en face de vous, va mettre beaucoup de DR, beaucoup d'unmovable rouge, des Reinforce the Line. Il faut essayer de proposer plus de menaces possibles. À un moment, elle va avoir moins de DR dans la main quand vous allez faire votre prochaine, votre deuxième, troisième Crippling Crush ou deuxième, troisième Spinal. T'as noté au tal. Ouais, t'inquiète, moi j'ai un truc, ça s'appelle en fait réécouter l'épisode plus tard. C'est une Ah, moi, technique j'ai qui du est mal à réécouter ma ancestrale. voix, du coup. Ah mais tu vois, c'est les entraînements, tu C'est vois, la... technique ancestrale, tout ça. Et du coup, vu qu'on est en train de parler un peu des gros boogeyman de la méta, contre Faille, comment est-ce qu'on joue un Bravo contre Faille? C'est ça. Contre Faille, on sera à peu près sur le même plan de jeu, à un détail près. C'est que Faille n'aime pas du tout jouer avec des cartes, avec une main de moins de 3 cartes. Du coup, ça veut dire que tous les effets de disruption en fait contre Faille est extrêmement fort. C'est pour ça qu'on parlait de Crush the Weak tout à l'heure, qui est même si c'est une petite, entre guillemets, une petite carte qui attaque à 7, mais qui donne une disruption qui est pertinent contre Faille, qui veut que Faille veut potentiellement vouloir bloquer. Du coup, soit mettre des équipements, soit dépenser des cartes de sa main pour défendre. Du coup, contre Faille, comme c'est un deck qui va très vite, qui peut aller très très vite contre vous, vous êtes obligé de jouer aggro, très aggro contre Faille. Mais en l'occurrence, mais de façon différente par rapport à Islander et Dash, où on va rentrer des Macho Grande rouges, des Zealous Belting. Contre Faille, vous voulez rentrer le plus possible de cartes qui va disrupt l'adversaire. Que ce soit des Shock Slam rouges, des Crush the Weak, forcément le duo Crippling Spinal Crush qui reste très très fort, des Tirasunder et bien sûr les Pummel ou même les Command and Conquer qui sont très très forts si vous avez un bon timing et que vous voyez que la faille et la Arsenal a une carte qui reste un peu 1, 2, 3 tours, tu as peut-être un Spreading Flame, un Heart of War. Quand vous avez votre CNC, et c'était un peu mal à côté, vous êtes bien content de l'avoir. Ah, le petit tour Pummel CNC. Un plaisir, ça, inégalé. Inégalé depuis de Ça. lointaines époques. Ça. Vas-y, Pidipiu, quel match-up tu veux demander? Allez, à ton tour. En fait, moi, le match-up que je travaille le plus, et que, en vrai, je sais exactement comment est-ce que Bravo joue contre, mais contre Dromaille. Vas-y, révèle-moi tous tes secrets. Je veux tout savoir. Bah, Dromaille, là, du coup, Bravo, il a un avantage contre Dromaille, comme on disait, c'est qu'il a beaucoup d'attaques à 6 plus. Du coup, qui va facilement en fait détruire le dragon via le fantasme. Du coup, Bravo derrière va, en tout cas en termes de decklist, va rentrer le plus possible d'attaques qui coûtent 6 ou plus. Même si vous avez des Crush the Weak dans votre decklist, c'est totalement ok de les rentrer, ne serait-ce que pour les utiliser pour popper des dragons. Ne serait-ce que ça. Du coup, vous allez vraiment, on va prioriser ces attaques-là. Et comme on disait, Dromaille en fait a une capacité de défendre très bien, de temporiser très bien le jeu. Du coup, vous aurez plus de chances de gagner le match-up si vous proposez vraiment, vous allez le plus, comment dire, go face sur Dromaille, le proposer vraiment le plus de dommages possible pour que le temps que Dromaille essaye de vraiment se set-up ses dragons en deuxième cycle, qu'elle ait plus à 7 points de vie pour pouvoir, entre guillemets, pivot elle de son côté, pour pouvoir essayer de vous finir.
Je mets un petit truc. Si le joueur de Bravo s'amuse à pop tous les dragons qui viennent, il risque de perdre à coup de Ghostly Touch. Si Bravo ne menace pas assez, il risque de perdre à coup de j'ai set up mon deuxième cycle. Du coup, en vrai, ce que j'avais noté, je complète du point de vue de Dromai. C'est il faut que Bravo fasse un subtil équilibre entre taper la tête de Dromai et pop seulement les dragons clés quand l'occasion se présente, au risque de se faire attraper par une Ghostly Touch. Enfin, après, c'est Dromai qui s'adapte au fait que Bravo s'adapte et que ça, Mhm. mais voilà. C'est ça. Faut juste Par pas exemple, oublier Ghostly Touch, quoi. c'est ça. La Ghostly Touch C'est une bonne carte Ghostly Touch. c'est une Ah bonne ouais. carte Ghostly Touch qui, ouais. Et surtout, en fait, au niveau au côté Bravo, il y a forcément en fait des dragons que vous voulez absolument détruire, que ce soit Miragai. pendant votre tour, que ce soit Miragai, Mm. par Chromai. extension Chromai aussi. Mais Ouais. même si la Dromai peut jouer aussi des Passing Mirage, hein, Passing Mirage qui est vraiment la carte vraiment que les gardiens détestent. Quand Prism l'a joué, on était vraiment tous en PLS. En l'occurrence, du coup, c'est vraiment les cartes où il faut absolument accepter de perdre la tempo et de perdre un tour pour détruire ces cartes-là. Sinon, la Dromai, en fait, va vraiment proposer beaucoup trop de dommages régulièrement et vous allez jamais reprendre la tempo. Elle va vous gratter jusqu'à que vous ayez plus de points de vie. Mhm. Et ça fait partie, pour finir, ça fait partie des match-ups où il est obligatoire de pitch stacker un deuxième cycle contre Dromai. En tout cas, contre une bonne Dromai, vous êtes obligé de pitch stacker vraiment des mains et que vous soyez au courant des mains qui vont arriver pour pouvoir vous adapter une seconde fois par rapport au Dromai adverse. Mhm. Braillard. Voilà. Braillard. Braillard, du coup, qui est une Rune Blade, du coup, très agressive. Ça, c'est pareil, ce sera le même traitement que pour Faille. Braillard n'aime pas trop jouer avec des mains à une, deux, même trois cartes. Encore trois cartes, je pense que ça va. Mais en tout cas, une à deux cartes, elle aime vraiment pas. Du coup, on va privilégier comme Faille des effets qui vont disrupt énormément. Pour pouvoir obliger la braillard en face de faire des choix qui sont difficiles pour elle, soit utiliser ses équipements rapidement, ou alors accepter de défendre avec ses cartes, quitte à avoir un tour moyen plus tard, et potentiellement laisser le Bravo en face continuer à appliquer une pression en fait au tour prochain. Et derrière, alors, du coup, Braillard, du coup, on parle Braillard, Braillard tourne autour beaucoup de CMH, Channel Monte héroïque. Du coup, les cartes clés côté Bravo, c'est d'essayer d'avoir, par exemple, d'Arsenal, un Crippling, un Spinal, même voir un Oh, Shock Slam rouge. Chokeslam. Ouais, un Chokeslam Shock, en réponse à un channel Moon Théorique. Ah, comment ça fait trop mal. c'est ça, Oh, je l'ai pris 2-3 fois. Ouah, tu parles moldave. c'est Parce que ça, pour ça, le, pour le, pour le totalement. contexte, Channel Moon Théorique qui dit toutes les attaques de Braillard gagnent +3, Chokeslam dit les attaques action card ne peuvent pas gagner d'attaque. Ce qui équivaut à ton channel ne sert à rien. Ce qui casse la tête, parce que souvent Braillard il va jouer de channel, prendre des dégâts et envoyer la sauce derrière. Du coup, t'en vois rien du tout quand t'as pris un chokeslam. Et ça casse la tête. Exactement. Du coup, quasiment comme contre Faille. On veut dans la Et en tête, vrai, mais surtout beaucoup de disrupt. c'est le même raisonnement avec Viscerail en vrai. Puisque les Exactement. deux decks sont assez similaires, sauf que Mhm. contre Braillard, t'auras peut-être moins besoin d'Arcane Barrière que contre Viscerail. Mhm. Contre Viscerail, t'es obligé d'avoir AB1. Je sais que contre Braillard, AB1, ça se discute. Ça dépend un peu de ton positionnement. Ouais, ça En vrai, dépend, ouais. c'est un truc que je trouve intéressant avec Bravo, c'est que son side répond toujours à son positionnement par rapport à l'adversaire. Dans le Mhm. sens où tu sides toujours en ayant répondu à la question: suis-je l'agressé ou l'agresseur? Et, Ouais. en fait, si tu es l'agressé, c'est que tu considères que tu vas pouvoir suffisamment bien te défendre pour absorber l'agression. Et c'est ce qui d'ailleurs fait qu'en ce moment, Bravo est un deck qui est, je trouve, plus agressif qu'avant. C'est que il est très difficile en ce moment de correctement se protéger de l'agression des decks aggro. Viserai, il y a trop d'arcanes. Braillard, il y a CMH. Faille, il y a Phoenix Flame et les Art of War. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup d'agressions.
Et ce qui fait que du coup, Bravo ne pouvant pas être agressé, se voit obligé d'être agresseur. Et c'est pareil dans les match-ups comme Islander, Dash et Dromai, où Bravo ne pouvant pas être passif, parce que s'il est passif, il perd, du coup il est obligé d'être agresseur et de menacer l'adversaire. Et ce qui fait que du coup, tu vas avoir des match-ups comme Dorinthea par exemple. C'est un match-up, c'est un classique de Bravo, mais qui est vachement intéressant pour ça. Où en fait, tu es agressé contre Dorinthea, mais tu dois sentir qu'à un moment tu deviens l'agresseur, et donc avoir préparé ton side en conséquence, et ton pitch stack en conséquence. Et ça, c'est Mhm. un truc qui est cool aussi avec Bravo. Mhm. Totalement. Dorinthea qui fait partie des match-ups où on peut se permettre d'être très défensif sur le premier cycle, hein, Mhm, pour pouvoir envoyer la sauce au second cycle. mhm, Du coup, là, justement, vu que tu as parlé de tout ce qui était agresseur à agresser, PDPU, je pense qu'il y a un match-up qui est intéressant sur cette mécanique, notamment, et dont on n'a pas encore parlé. Je pense qu'on terminera par celui-là. C'est le match-up du Mirror Gardien, donc contre Oldim ou contre les autres joueurs Bravo. Donc, Mhm. dans ces match-up-là, comment tu vas plutôt. C'est plutôt des match-up où tu vas jouer défensif, du coup. Je déduis, vu Ouais, qu'on parlait tout à l'heure qu'il y avait les Remembrance qui pouvaient entrer, notamment, des choses comme ça. mhm. Totalement. Totalement. Alors ça, c'est les match-up qui sont, alors qui pour moi que je trouve très intéressant, c'est vous allez avoir deux choses, c'est que les gardiens vont avoir tendance à, comme je disais au début, de sélectionner les cartes pour le deuxième cycle à coup de marteau ou sledge ou Winter's Veil à Notos à chaque tour, défendre à 6, défendre avec deux cartes, pitcher deux cartes pour Anotos et choisir les deux cartes qu'on a pitchées pour le second cycle. À un détail près, il est possible que dans le match-up, on se sente un peu pousser des ailes et on veuille quand même agresser vite l'adversaire. Surtout côté Bravo, du coup, qui a un accès accès à dominate très facilement grâce au pouvoir du héros. Du coup, pour essayer de proposer des choix difficiles à l'adversaire, que ce soit Holdim ou Bravo. Mais en général, vous allez partir sur un second cycle. C'est pour ça que les listes qui jouent Remembrance, du coup, sont très pertinentes dans ces match-ups, ou qui vous permet d'avoir un filet de sécurité si la game dure très longtemps. C'est pour ça que ça doit être un match-up très technique et très intéressant pour le coup. Mm. Genre de Mhm. miroir. De toute façon, les miroirs, c'est toujours des match-ups que je trouve super intéressants dans tous les jeux, mais je trouve que c'est encore plus le cas dans Flesh and Blood. Sauf un. C'est-à-dire. Les miroirs de Wizard, c'est. Ouais, Non, juste le miroir de Gano. Ouais, Le miroir d'Islander, ouais, mais. c'est ok. Genre, Ah c'est ok. ouais. En fait, le miroir Quand, d'Islander, il y a un peu de variance dedans. Ça dépend un peu de qui touche ses prospects rapidement, mais les deux joueurs peuvent jouer la partie. Le miroir quand, de Kano, tu ne joues pas. Littéralement, tu ne joues quand le pas. T'as pas le conseil droit, tu peux donné pas. dans ces miroirs, c'est utiliser un bidule pour matérialiser le tour de qui c'est, bon, c'est que tu sens que t'es parti pour une demi-heure de plaisir, quoi. Ouais, bon. Mais c'est vrai que de manière générale, les miroirs, c'est intéressant. bah, le miroir, c'est intéressant. Puis il y a vraiment cette étape justement de comment on joue, comment on s'adapte, qui réussira le mieux à s'adapter entre les deux joueurs. Enfin, c'est toujours Et en différent. vrai, c'est un truc dont on a assez peu parlé, mais avec Bravo, le niveau 1 du jeu, c'est penser à faire des Seismic Surge et taper avec le marteau. Le niveau 2, c'est pitcher bleu-bleu, rouge. Et le niveau 3, j'en avais parlé avec un autre joueur de Bravo qui maintenant est un peu plus discret, mais il s'appelle Zikan, qui était, qui m'a inspiré quand je voulais jouer Bravo. Où il me disait, quand je joue Bravo, pitch, j'y fais plus attention parce que je le connais, en fait, genre j'ai pris l'habitude de le faire. Mais maintenant, j'essaie de pitcher des cartes précises en même temps que les cartes précises de mon adversaire. Et du coup, quand j'avais fait une partie où moi je jouais Dorinthea, je faisais un peu n'importe quoi. J'avais mis 2 Remembrance parce qu'il me manquait des cartes. Enfin, genre, c'était un peu bizarre. Et en fait, lui, il savait exactement où étaient mes cartes, alors que moi-même, je savais pas. Et quand tu arrives à un niveau de pitch stacking où tu sais où sont les cartes de l'adversaire, à quel moment, alors là, bon, ça c'est stylé. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est un truc que je trouve que les gardiens peuvent faire. Et c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer dans Flesh and Blood quand on m'a parlé de ce genre de choses. Être genre, Mm. ça a l'air La trop, Ouais, c'est classe, dur. l'entourage, surtout. ça a l'air vraiment cool. Donc, Mais c'est dur à faire. c'est très dur à faire, il faut de l'entraînement. C'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre du temps, de la pratique et beaucoup de répétitions. Parce que, bah, au final, c'est un travail de mémoire, c'est un travail d'entraînement, c'est un travail de
plein de choses. Donc, soyez pas surpris non plus si vous y arrivez pas, hein, les amis. Mmh. C'est quelque chose où je pense que c'est les joueurs dont on parle qui sont capables de faire ça, c'est des joueurs qui ont joué leur perso. Ils peuvent le jouer dans leur sommeil, hein, voilà. Mmh. Et on est à ce stade parce qu'ils ont fait un nombre de répétitions sur le perso qu'on peut même pas imaginer, en fait, je pense, à notre niveau. Donc, c'est normal, ça viendra, c'est possible, c'est juste de la pratique, mais Mmh. il faut pratiquer. Et sur ces belles paroles, que direz-vous de passer au point règle de croissant? Et Ouais. bah, let's go. Let's go, let's go. Croissant, le point règle. Oh là là, Alors, le point règle. c'est incroyable. Le point règle, je vais. En fait, cette semaine, je vais juste clarifier une petite règle qu'on va retrouver là sous la forme de l'interaction de Sonata Arcanix avec Frostlock. Sonata Arcanix, qui est une carte qui a X dans son coup et qui notamment coûte 2X, comme Spark of Genius par exemple, une carte de dash. Et Frostlock, qui est une carte qui dit que si elle est fuse, elle gagne +1, et si elle hit un héros, jusqu'à la fin de leur prochain tour, ce héros ne peut pas pitch ou jouer des cartes avec un coût de base de 0. Alors, ce qui signifie que une carte comme Snatch, par exemple, ne pourra ni être jouée ni pitch, ça, bon, c'est assez évident, c'est facile. Mais qu'en est-il des cartes qui coûtent XX? Et ben, ces cartes-là, en fait, on pourra jouer Sonata Arcanix pour un coût différent de 0, et on ne pourra pas pitch Sonata Arcanix. Pourquoi? Parce que ces cartes-là ont un coût. En fait, si on doit regarder leur coût pour un effet, tant qu'on n'a pas choisi un coût pour Sonata Arcanix, son coût est considéré comme 0. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dans votre main, c'est considéré comme 0. Si vous la pitchez, c'est considéré comme 0. Si elle est au cimetière, c'est considéré comme 0. Si elle est bannie, c'est considéré comme 0. Par contre, lorsque vous la jouez, en fait, avant même de la jouer, vous décidez pour combien vous la jouez. Et du coup, si vous décidez que vous la jouez pour x égale 1, donc en payant 2 ressources, à ce moment-là, la carte devient un coût de 2, n'est plus un coût de 0, et donc vous pouvez la jouer sous Frostlock. C'est la même chose par exemple avec Spark of Genius, qui est la spécialisation de Dash, qui dit vous pouvez aller chercher un item avec un coût de X. Si vous la jouez pour X égale 1 ou X égale 2, vous aurez le droit de la jouer. Si vous voulez la jouer pour X égale 0, il faudra attendre un tour. Lorsque vous êtes sous l'effet de Frostlock, évidemment. Voilà, donc c'était juste pour repréciser. Le coût de X est décidé d'une certaine manière par rapport à des cartes comme Frostlock avant même de jouer la carte. Donc si vous décidez d'un coût différent de 0, vous avez le droit de jouer la carte. Et lorsque vous pitchez la carte, son coût pas. Enfin, si vous voudriez pitcher la carte, son coût est 7 à 0 et donc vous n'avez pas le droit de le faire sous Frostlock. Je me permets de Voilà. rajouter une rapide précision. Vas-y. Si vous étiez sous l'effet de Frostlock et que vous aviez en plus de Frostlock un Frostbite, qui vous du coup vous demanderait de payer une ressource supplémentaire pour activer une capacité, jouer une carte, le Frostbite n'aurait aucun impact sur le coût de base de la carte. Ce qui Ouais. signifie que si vous avez été touché par Frostlock Fuse et que vous avez un Frostbite, vous ne pouvez pas jouer votre Snatch, quand bien même il faudrait payer une ressource pour le jouer. Parce que Parce c'est que un vous coût êtes sous l'effet de supplémentaire. Frostlock et que son coût de base c'est 0 et que c'est indépendant de son coût. C'est le coût supplémentaire. C'est indépendant de son coût supplémentaire. Exact. Comme c'est le genre de truc qui peut arriver, parce que c'est Ouais, Lexi non, qui mais peut te donner Frostlock. Lexi peut bien te mettre Frostlock plus Frostlock. Effectivement. Ah, Mais voilà. Et dans le cas de Sonata, par exemple, vous ne pourriez pas annoncer X égale 0, payer 1 ou 2 parce que vous avez des Frostbite et la résoudre après. Ça ne fonctionne pas. Je Voilà. veux juste dire qu'il y avait Imposing Visage de dispo comme carte à X qui était très thématique c'est pour vrai. l'épisode. Et on a décidé de sortir des cartes Runeblade. Oui, Aïe, mais aïe, parce aïe. que, parce que Imposing, si tu choisis X égale 0, ça coûte 3, tu peux la jouer sous Frostlock et la pitch. Voilà, mais c'est Parce intéressant de le que dire. le Donc coût il est fallait de une carte 3 pour les. X. Il te Voilà, fallait pour X0, tout à le. fait. C'est ça. En fait, il fallait un truc à 2X. Laisse-moi me plaindre, s'il te plaît. Je l'ai pas assez fait aujourd'hui. Vas-y, plains-toi. Vas-y, râle tout le temps là. Continue. C'est parce Vas-y. qu'on parle pas assez des gardiens. Enfin, Ouais, genre, on fait faut jamais rajouter. d'épisode qui parle de la meilleure classe du jeu, c'est-à-dire les gardiens, c'est du coup vrai je suis ça. déçu. Ah, je suis bien d'accord avec vous, hein. Ouais, bizarre. Bizarre Chelou l'ambiance. Et du coup, nous allons passer à notre partie finale et
favorite. De tout le monde, bien entendu, de tout le monde, vous Ah, aussi. de tout le monde. Évidemment. Ah bah, il Tout le nous monde. manque quand t'es pas Sauf là. de Pilipiou, Évidemment. mais bon, c'est pas qui perd. Non, j'ai mis des points. Ah, Moi, vache. j'ai mis des points, c'est Pidipiou, bon. il aime le faire, c'est juste que, genre, il ne Je lit suis pas les très cartes. mauvais. J'aime bien, mais je suis juste très mauvais. Il ne lit pas les cartes. Nous sommes donc sur question pour un bout de carton. Pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas, et notamment notre invité, question pour un bout de carton, c'est un jeu dans lequel je vais lire le texte d'ambiance d'une carte. Et à partir de ce texte d'ambiance, les personnes présentes doivent deviner de quelle carte il s'agit. Au début, il y a un pool de 5 points. Il y a un pool de 5 points disponibles. Et une fois que les joueurs ont passé, ils ont le droit de demander un indice qui fait baisser ce pool de points, donc qui soit l'édition, le coût de la carte, la rareté ou son type. Par exemple, action, attaque action, etc. Et, et du coup, chaque personne a le droit de faire une tentative pour deviner la carte. Et s'il ne devine pas, du coup, il a perdu, il n'aura plus le droit de faire de tentative. Donc en fait, il y a vraiment ce jeu sur tenter le all-in quand le score est élevé ou se dire on va attendre de fiabiliser un petit peu. Alors Croissant, des fois, il nous fait des all-in, voilà quoi. Ouais. Genre, L'idée étant qu'on ne révèle Moi, j'ai un 12 points indice d'avance, ça va. qu'à partir du moment où tous les joueurs ont dit qu'ils ne souhaitaient pas faire de tentative. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un truc qu'on appelle l'initiative, qui est lié à la première personne qui peut s'exprimer sur est-ce qu'il souhaite faire un guess ou passer son tour et attendre un indice. c'est beau, on a vraiment développé un niveau de règles et de machin Ah sur ce bah, truc au fur et à mesure. Alors qu'au début, c'était un peu fait à l'arrache, mais je suis très ouais, content que ça marche comme ça en bah, vrai. c'est marrant du coup, c'est précis. Et du coup, C'est qui la a première fois qu'on va le l'initiative? c'est la première fois Qui qu'on va joue le faire contre à qui? 3. Ah C'est ouais, ça, c'est la première fois qu'on va le bizarre, faire à bizarre 3. l'ambiance. Nous avions donc 2 options. Normalement, on voulait faire tour 0 contre invité, mais Croissant, il est pas content parce que Croissant, il veut son compteur personnel. Vas-y, il râle Mais Ah en beaucoup, là même c'est temps, là. pour, à lui, non, mais pour attends. lui En là. vrai, Oh là en vrai, là. attends. Après, En c'est vrai vrai, que si on en le vrai, on dit peut faire ici ça. avec Mais moi, c'est en compliqué. vrai, Parce en que vrai, on bon, peut faire ça. Mais le truc, c'est que déjà, genre, bon, je vais un peu me faire gatekeep par le monsieur au-dessus là, sur la oh là caméra. là, Mais ça surtout, trash. en fait, c'est surtout parce que genre, en vrai, on peut faire comme ça si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de compteur de toute façon. Genre, on a oublié les points. Non, mais il y a un compteur, mais par rapport aux invités, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un compteur tour 0 versus invité. C'est un compteur séparé du compteur PDP Croissant. C'est un compteur à part. Ah, ok. Et C'est-à-dire bah que quand vas-y, on let's aura go des alors. invités, les invités auront un truc. Ok, donc Let's ça veut go. dire que, étant donné que tu es l'invité, tu auras donc la priorité, Olivier, sur ce magnifique texte. Et du coup, ce qui va être très sympa pour moi, c'est de lire ce texte de façon Mais du coup, sérieuse et carrée. attends, Du du coup, coup, on est juste. d'accord, on se met d'accord, Croissant et moi, si on Oui. passe la priorité en tant que Ouais. tour 0. Mais C'est attends, ça. moi j'ai juste une question aussi. Du coup, est-ce que tour 0 est pas de base à genre, je sais pas, 3 points ou 1 point parce que Smilou a été genre giga nul quand il a fait, quand il avait la carte. Ouah, le Genre, tir sur Désolé. giga Chelou, le nul. pauvre. Il a juste 0 point. Alors attends. Alors que ouais, vrai Romain il avait bien trouvé par contre, je crois. C'est vrai que Effectivement. Romain était solide, ouais. Romain était Genre, solide. non, Du coup, il avait pour pas le, réussi à trouver, je crois. Je crois qu'il lui pour le avait moment, fallu les invités 2 ou ont de 3 l'avance, du indices, coup. mais... Les invités ont de l'avance. Romain a eu 4 points, on me dit en régie. Donc, Ah, donc ça ferait 1 pour nous parce que Smilou a été genre giga nul, donc il non, nous mais a cherche offert un pas. point. Non. Et, Attends, 4 pour Romain. Ok. tu dis ça, mais La pression pour Spilou, Olivier, là. mais Spilou, je vais te rejoindre, hein, t'inquiète pas. Hein. Let's go. Non, mais T'inquiète, tu seras pas tout seul, Spilou. PDP, il y a un monde où on doit Gamble 5 pour retrouver notre blason. Ouais, tu c'est vois, ça, ouais. Essaye de mais gamble, vas-y. franchement. Vas-y, Va Olivier. falloir. Ok, Alors, attendez. Soyez prêts. Je vais lire on ça. est prêt. Zoom, zip, Kazam. Ever wanted to show old Joey what for? Now you can with the Velocitator 60T. Turn that pesky rival into a smear on the pavement. C'est écrit. C'est écrit. Tu l'as à l'écran, Olivier. Quasiment sûr d'avoir la carte. Tu sais, Pichu moi, Bah, je pense que je sais. Je vais te l'écrire Moi, pour je qu'on pense que soit je sais. d'accord. Ils sont Moi, en je pense que train de faire du teamwork. Admirez ce moment incroyable où PDP et Croissant sont capables de Après, teamwork. c'est à Olivier de parler Oui, C'est à demain. Olivier. Mais, What the fuck? Pardon. Chandé, mais c'est pas une carte qui va avoir, Olivier. j'en ai aucune idée. Je peux passer, hein. C'est moi qui ai l'initiative, du coup. C'est toi qui as l'initiative. Non, Tu as gros, le là, choix soit de... C'est pas ça, Pichu, c'est pas ça. C'est pas quoi? Soit tu Non, fais je une vais tentative. J'ai 99%. Bah, du coup, Olivier a passé Croissant. PDP, Dis-moi, vous êtes d'accord entre vous PDP, il m'a sorti un truc, c'est jamais ça. Je suis Alors, quasi sûr. En fait, c'est contre- soit ça. Par contre, Fratello, si c'est moi qui ai raison,
Non, non, c'est jamais comment toi qui as te On dire? veut raison. un Attends, gage. c'est On veut soit un ça, gage. soit ça, soit. En vrai, c'est vrai que non, mais t'as raison. C'est peut-être la deuxième que je t'ai mis, mais je crois qu'elle a pas de texte d'ambiance. Je suis pas sûr, mais je Je suis crois à peu qu'elle a près pas de sûr texte qu'elle a un d'ambiance. texte Ils sont en d'ambiance. train de sauter L'effet de dessus. la carte est trop basique pour qu'elle ait pas de texte d'ambiance. Moi, je te suis sur ta première proposition. Vas-y. Vas-y. Et bah, du coup, on va gamble, et au pire, c'est Olivier qui aura des indices qu'il pourra trouver. Et on va gamble Maximum Velocity. J'ai pensé un peu aussi à cette carte. Eh bien, révèle de carte Night Crash, car ils ont Ah, raison. let's go. C'était Maximum Ah, Velocity. j'aurais dû la Ah, tenter. J'étais. Ouais, fa- Ah, ouais. Allez Au début, j'ai cru que c'était Zoom In, Allez. une grande commune Oui. d'Everfest avec un pélo. Ouais, parce qu'il y a le zoom. Aussi. En fait, Mais- ce qui m'a fait croire que c'était Velocity, c'est parce que quand t'as la phrase transformer votre rival en un espèce de petit tas sur le pavé, il n'y a pas beaucoup de cartes de mécano à base Ouais. de transforme ton adversaire en un tas de chair sanguinolente. Bon, après, il y a littéralement écrit Velocitator hein, dans le texte. Ouais, non, Aussi. Dans, Ah oui. c'est- c'est- Et, Velocity, un autre- des Velocitator. principal hints, enfin, ouais. Oh là là. On a mis plein de points, on est les meilleurs. ah, Ouais, du coup, tour 0 est repassé devant les invités. Tour 0 5-4. RPZ. super. Let's go. Et Comment j'ai ça, tout fait. 5-4, 6-4. Non, 5-4, Ouais, c'est arrête. 6. Je suis judge. Pour le coup, je Et suis ils nous volent judge notre sur point. ça. Mais Ils nous volent notre par point. contre, du coup, comme on perd le compte des points à force de pas les noter, il faudrait peut-être les noter pour une fois. Alors Ouais, moi, je vais dire un truc. Je fais ouais, confiance à nos viewers qui ont la foi de nous redonner les scores actuels de vous deux, la PDPU versus Il y Croissant. a... Ah, franchement, s'il y a des gens Aïe, dans les aïe. commentaires de cet épisode qui sont chauds et qui savent à peu près, même si c'est à 2 points près, on vous en voudra pas. S'il n'y a pas de 10 points d'écart entre PDPU et moi, on ne vous croira pas. S'il y a 2 points d'erreur, on ne vous en voudra pas. Mais si vous êtes capable de nous donner un score, vous êtes très chaud et merci à vous. Ouais, franchement, on kiffe. On vous kiffe. Genre, si vous faites ça. Moi, je note. Là, je note déjà pour inviter. Moi, dans ma Zéro. tête, j'ai l'impression qu'il y a genre entre 12-3 et 15-3. Je suis sûr d'avoir que 3 points, ça c'est sûr. C'est à peu Je près crois ce que t'as j'ai que entendu 3 aussi, points. mais- Et moi, je sais que j'ai Bon. fait un 5 points. J'ai dû faire un genre 4. Après, j'ai dû faire un 1, je crois. Ce sont les Du choses que nous flex. Je sais reverrons plus grâce si à j'ai nos autre chose. viewers et que nous reverrons. Au pire, on réécoutera nous-mêmes hein, parce que c'est littéralement la dernière section et il y a des timecodes dans toutes les vidéos. C'est donc, vrai. en soi, c'est pas très long à vérifier. Si un C'est jour, vrai qu'on pourrait faire ça. Mais c'est beaucoup plus drôle de demander aux gens de le faire. Donc si vous avez la foi, n'hésitez pas. Voilà. Bon, en tout cas, C'est du travail gratuit. 6-4, tour 0 contre les invités. 5-4, tour 0 contre les invités. Tu vas te prendre un call judge, toi. Tu vas te prendre un warning, hein, fais gaffe. Ouah. Ça va s'impacter sur ton ranking personnel. Aïe, aïe, aïe. Oh. En tout cas, merci Olivier d'être joint à nous pour cet épisode. J'espère qu'on ne t'a pas trop dégoûté de revenir la prochaine fois. Parce Non, que genre, tout, le ouais. pauvre, on lui a dit allez vas-y, t'inquiète, ça dure 1 heure, c'est nos épisodes. L'épisode va durer 2h30, tout va bien. Ouais, comme d'hab finalement. Non, Mais comme d'hab, merci enfin, beaucoup. faut... Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Vraiment, j'ai Ouais. passé un très Je- très bon moment. Et Je sais ça me déjà, fait très plaisir de parler de mon petit bravo. je sais déjà quel épisode je proposerai qu'on réinvite. Je Ah bah, je c'est tease bon. pour les Oula. gens. Pour les gens qui ont bien aimé qu'il soit là, qui ont bien aimé ce que Olivier vous a raconté, sachez que j'ai déjà en tête soit une idée d'épisode, soit un nouveau concept dans lequel vous pourrez revoir Olivier s'il est chaud. Ah oui, il Voilà. est on Ah, fire, j'ai la hâte, croissance. j'ai hâte. On tease, let's go. Et On on tease, on fire, tease. c'est bien le mot PDQ. Tiens, clin d'œil, clin d'œil. Ah, oula. Oula. Clin d'œil, clin d'œil. Olivier et moi, on a aussi perdu l'un que l'autre, c'est bien. Ah non, mais moi je sais très bien. Moi je pense que Croissant veut l'inviter sur Cano, mais la dernière fois que j'ai vu Olivier jouer Cano, je crois qu'il y avait plus de fumée dans sa tête que sur le champ de bataille. Ah oui, Donc, totalement. C'était pas beau à voir. Hein. Non mais t'inquiète, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, mais moi, je fais confiance. En tout cas, merci à tout le monde qui nous suit. On s'approche des 200 abonnés. C'est trop bien. Encore une fois, c'est un truc Tranquillement. qu'on n'attendait Mais ça pas avance. quand on a lancé cette émission. Il y a même pas 6 mois en plus. Hein. Ça fait que quelques mois qu'on est là et on s'attendait pas à ça. Donc, merci à tous. Merci aux gens qui commentent toutes les semaines. Merci aux gens qui nous Yes. suivent toutes les semaines. Merci aux gens qui parlent parce que j'ai aussi vu des gens sur certains réseaux qui disent non, mais allez-y, écoutez Tour Zéro, c'est du bon contenu Ouais. et tout. Donc, ça fait trop plaisir de voir des gens qui font ça. Merci Olivier et aux invités qui viennent et qui nous permettent aussi d'animer, de vous proposer du contenu pointu dans ce genre de situation pour parler de leur héros ou d'autres choses diverses et variées. Donc merci à tous, on vous aime, des bisous et à dimanche Et prochain. la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.